Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HLFR version 8.0, car oui, nous avons évolué chez HLFR. Maintenant, nous avons la vidéo. Donc, vous pouvez voir la petite tête d'Arthur bien mis au milieu de la jungle. Salut Ouais. Arthur, comment tu vas? Ça va et toi? Super bien. Et du côté du Canada, nous avons maintenant le petit Umaguma. Comment tu vas, Guillaume? Salut à tous, très bien. Donc, HLFR version 8.0, c'est parti, c'est maintenant. Après ce superbe générique, je vais donc vous présenter le programme de ce podcast version 8.0. Donc on va parler en premier de Doom Eternal, notamment en fait du second DLC et du premier, d'ailleurs Arthur, Les 2, ouais. le DLC. Ainsi après on va passer à Crash Bandicoot 4, It's About Time. J'ai pu le tester sur la version PS5. On va pour le troisième jeu, ça sera directement Guillaume, donc au Maguma, qui va parler de Hitman 3 sur PS5. Malheureusement pas sur PC, au Magoma, malheureusement. Et on terminera sur la version Switch, de Ghost and Goblin. Donc voilà, on va commencer donc par, Doom Eternal. Alors Arthur, c'est à toi, vas-y, je t'en prie. Alors Doom Eternal, on y avait joué, avec Benoît, donc on connaît, la licence depuis longtemps, mais il y a eu un reboot en 2016. Il y a eu le deuxième épisode, qui est sorti il y a quelques années de ça et ils avaient, fait une promesse en fait aux fans puisqu'en fait ils avaient promis 2 DLC qui sont venus en 2 parties différentes, dont la deuxième partie vient de sortir maintenant. Alors on n'avait pas pris le temps de parler, de The Ancient Gods, part 1 en fait, le premier. Et donc on retrouve complètement le Doom Slayer, donc c'est une suite directe des aventures qu'on suit depuis 2016. Et cette fois-ci, il y a tout un espèce de prélude qui va conduire à faire émerger en fait le Dark Lord, le Prince des Ténèbres, qu'on va devoir du coup tuer. Alors c'est un scénario, ma foi, fort léché. Et on Pas des retrouve bisous. toutes les aptitudes du Doomslayer, à savoir toutes les armes qu'il avait, la mitraillette, le canon à plasma, le shotgun, le double shotgun avec son grappin. Et en plus de ça, vont se greffer du coup d'autres fonctionnalités, d'autres petites choses comme ça. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont mis la difficulté au maximum, à tel point qu'en fait, le jeu principal qu'on connaissait de 2016 et sa suite Eternal passe en fait clairement pour un tuto. Je me suis amusé à revoir d'ailleurs des vidéos de capture de gameplay que j'avais fait à l'époque ou de passage du jeu. Je pense que si là je refaisais le jeu, je pense que je marcherais dessus. Tellement en fait le curseur de difficulté a été placé très haut. Alors il a été placé comment? C'est assez simple en fait, enfin c'est assez simple, c'est plutôt compliqué. En gros, ils vont mettre de nouveaux ennemis. Certains vont résister à certaines armes, certains vont avoir des frames d'invulnérabilité pendant des temps assez longs, par exemple 20 ou 30 secondes, et on pourra tirer que sur certains points avec certaines armes. Il y a des démons qui vont nous posséder, donc ces démons ils vont nous retirer par exemple la capacité de courir vite ou d'utiliser les armes spéciales, donc autant dire qu'à ce moment-là on est extrêmement vulnérable, surtout si on joue en mode de difficulté vraiment le plus élevé. Ils vont aussi également mettre des mini-boss qu'on avait l'habitude de voir seuls dans le jeu principal. Donc là, on va les voir à plusieurs. Donc coucou les maraudeurs, par exemple, qu'on va avoir à 2 ou qu'on va carrément avoir à 2 avec des ennemis autour en plus. On va avoir les sentinelles, par exemple, c'était des espèces de gardiens qui étaient sensibles qu'au canon à plasma et qui devenaient vulnérables que à partir du moment où on leur avait cassé leur armure, qui vont pareil popper au milieu de démons, qui vont faire réapparaître les démons qui meurent. Donc en gros, des vagues vraiment interminables. Alors ce que j'ai trouvé vraiment très très bon dans cette partie 1 et partie 2, c'est vraiment le fait qu'on se surprend à voir en fait le niveau qu'on peut atteindre. Parce qu'en fait, Doom, c'est clairement un gameplay additionnel. C'est-à-dire, en gros, il y a plein de strates en fait qu'ils ont rajouté au jeu principal et on doit toutes les utiliser. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, il y a une espèce de pierre-feuille-ciseau entre les armures, l'armure, pardon, la vie et les munitions. Et donc, en gros, le jeu va nous encourager à systématiquement jongler entre ces 3 variables par la prise de risque pour récupérer de la vie, pour récupérer des munitions en tronçonnant les ennemis, ou de l'armure en arrivant et en utilisant le lance-flamme près des adversaires. Et donc en gros, la meilleure défense, c'est l'attaque dans Doom. Et plus on est agressif, plus on va être récompensé. Alors je sais pas si tu te souviens, Guillaume, il y avait une émission de Gamecult où ils en avaient très bien parlé
donc de Indevries à l'époque où ils expliquaient les Oui, oui, mécaniques de en gameplay. effet. Et ils avaient expliqué que, donc les développeurs expliquaient aussi que leur jeu, en fait, au départ, ils l'ont conçu où, en fait, dans le champ de vision qu'on a, c'est principalement ces ennemis qui peuvent nous attaquer. Parce qu'en fait, il y a tellement de démons autour de toi que si tous les ennemis qui étaient à l'écran t'attaquaient en même temps, tu serais mort. Et donc, en gros, ils ont créé une IA qui est interactive et qui va augmenter son agressivité par rapport à ta manière de jouer, ou qui va réduire son agressivité par rapport à ta manière de jouer. Donc dès que tu vas commencer à fuir, dès que tu vas commencer à t'arrêter de tirer ou à rentrer dans la mêlée, les ennemis vont être beaucoup plus punitifs. Alors moi je jouais déjà en ultra violence, c'est un mode très élevé juste avant cauchemar. Donc niveau difficulté, ils augmentent, ils font certaines attaques en plus, ils font plus de dégâts, ils les font plus régulièrement. Donc le jeu t'encourage à systématiquement aller au corps à corps. Et là, on va se retrouver dans des situations où on se surprend. Dans le maraudeur, il embêtait plein de monde dans le jeu principal. Et ben là, j'ai regardé en chrono, hein, je veux dire, en 1 minute, tu peux tuer 2 maraudeurs en même temps. Parce qu'en fait, tu vas faire le maximum de dégâts dans le temps le plus court possible. Donc grosso modo, ça va faire quoi? Donc on le verra peut-être dans la séquence de gameplay que j'ai capturée. En fait, on va juste tirer au moment où ses yeux deviennent verts, on va lancer le grappin à ce moment-là, on va jeter les 2 grenades d'un coup et on finira par un super coup de poing pour en fait faire le maximum de dégâts dans le temps vraiment le plus court possible. Donc voilà, moi je me suis éclaté du début à la fin. Il y a également une DA qui est très très léchée. Donc il y a encore plus de démons que dans le premier. Donc cette fois-ci, ils ont tiré dans le bestiaire de Doom 2, Doom 3. Enfin, ils ont recherché des démons qu'on n'avait pas l'habitude forcément de voir. Dans des vagues toujours plus denses, plus variées, plus intenses. Donc vraiment, il y a pareil, les paysages sont. Ça paraît un peu bête de parler des paysages dans Doom tellement le jeu est rapide. Mais en gros, j'ai pris le temps de les regarder parce que là, ils partent dans le DLC, ils partent dans des directions artistiques assez surprenantes. Il y a vraiment des panoramas qui sont assez fous et même quelques cinématiques qui sont rares, mais qui envoient vraiment la sauce. Moi, j'ai juste une petite question, il y a encore les phases de plateforme qu'il y avait, en fait, dans le jeu original ou pas du Ouais, tout? alors je sais qu'elles sont pas forcément appréciées de tous, mais moi personnellement, j'ai aucun problème, je les trouve plutôt cool. Ouais, ils poussent encore le délire un peu plus loin parce qu'apparemment ils veulent vraiment que tu utilises le double grappin. Donc il y a des trucs avec le double grappin et où tu sautes dans le vide, tu l'accroches et puis tu ressautes à un endroit, tu fais des dashs, tu arrives quelque part. Il est toujours aussi aérien, quoi. Là, il y a une Mmh. petite spécificité en plus dans cette partie 2. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans le jeu principal, on pouvait aussi utiliser une épée à la fin. Enfin, c'était un espèce de crucifix qui se transforme après en épée. Et là, ils ont encore rajouté un truc dans ce gameplay additionnel. Ils ont rajouté un marteau que tu vas pouvoir utiliser et qui va stun, qui va étourdir les ennemis qui sont autour pendant un certain laps de temps. Donc c'est encore un truc qui se greffe et ça va rajouter des munitions, des choses comme ça. Et ça se recharge par des glory kills ou en visant les points faibles des ennemis. Donc vraiment, quand on prend tout mélangé, les boss en même temps, ceux qui vont ressusciter leurs camarades, les ennemis qui vont résister qu'à certaines armes, les armures, les ennemis qui sont invisibles et qui vont vraiment être cumulés ensemble, ça fait vraiment un système de jeu où il t'oblige dans le DLC à utiliser certaines armes. Disons que dans le jeu principal, on pouvait s'en sortir en utilisant un peu que les armes qu'on aime. Et là, ils vont t'obliger à vraiment utiliser certaines, comme l'arbalète ou comme le shotgun classique aussi, parce que ces ennemis sont résistants en fait aux autres balles, quoi. Donc vraiment une Guillaume, excellente tu voulais pioche. ajouter quelque chose? Tu une question Oui, je peut-être? me posais une question vis-à-vis de la sauvegarde de ta progression. Donc, il me semble que dans le premier DLC, est-ce qu'on récupère, je veux dire, l'équipement, nos améliorations de fin de partie du premier jeu? Et T'as est-ce que dans le absolument deuxième tout. DLC, on récupère notre progression de T'as la fin du premier, etc. absolument tout, en fait. Donc, ils t'ont tout ce que tu avais à la fin du jeu. Tu l'as encore. Donc, tu as toutes tes armes avec leurs modes différents que tu choisis, puisque dans Doom, en fait, tu as toujours le choix entre deux tirs spéciaux, que tu peux d'ailleurs varier en plein gameplay en appuyant sur l'une des touches de ton clavier. Tu peux faire varier aussi tes grenades à glace ou normales. Et non, non, tu as vraiment tout. Et tu as pareil ton armure. Tu peux mettre trois aptitudes dessus, trois atouts. Donc moi je conseillais complètement d'utiliser le freeze, le ralenti quand en fait on est dans les airs et qu'on utilise le tir secondaire. C'est ultra utile pour viser les points faibles des adversaires
et respirer un coup pour savoir où on va aller ou changer d'arme avec la roulette. Ça, les grenades qui se rechargent automatiquement quand on tue des ennemis, ultra utile pour en balancer le plus vite possible. Et pareil, il y a aussi le coup de poing, le méga coup de poing qu'on a. On peut le rendre encore plus fort quand on a moins de vie. Donc ça va te pousser à une agressivité de fou furieux, puisque dès que tu vas rusher au double grappin un ennemi vénère, t'as quasiment plus de vie et hop, tu le finis avec ça, quoi. Moi, j'ai 2 petites questions. Alors, la première, ça concerne encore une fois les armes. J'aimerais savoir c'est quoi la marque du sac à dos qu'il a le mec pour transporter autant d'armes sur lui? Non, franchement, non, mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut encore faire évoluer encore plus les armes du jeu de base ou elles sont stockées au maximum, on peut plus les améliorer? Elles sont au max, mais en gros, ils vont, ton marteau, par exemple, ou des choses comme ça, il va Ça, devenir c'est encore une plus nouvelle arme. fort. Ouais, Ça, c'est une il nouvelle va arme et les devenir armes de en base, elles sont pas ben, les armes, je crois pas, mais par contre, ton marteau, il va devenir encore plus d'accord. fort à force de l'utiliser. Et en fait, tu as ce qu'ils appellent des Slayer Encounter en anglais. Donc, c'est des défis optionnels. Et quand tu le fais, donc difficulté maximum, beaucoup plus dur que ce qu'il y a dans la campagne principale. Il y avait déjà ça dans le jeu aussi principal. Et ben en fait, tu vas récupérer des choses qui vont améliorer, par exemple, ton marteau ou des aptitudes de ce type. Et si tu le refais encore une fois, la deuxième fois, donc c'est encore plus dur que la première, donc c'est d'autres vagues d'ennemis, d'autres choses, mais dans la même arène, et ben tu vas récupérer des atouts cosmétiques que j'ai pas vu d'ailleurs. Je pense que ça doit être pour le multi. Mais donc il y a encore voilà, des défis qui se greffent au jeu principal dans le jeu même, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Mon autre question, elle était par rapport, en fait, à tout ce qui était audio, parce que ça, c'était hyper important, en fait, dans le Doom original. La musique était excellente, le sound design était excellent aussi. Est-ce que ça a évolué ça? Est-ce qu'ils ont mis des nouvelles musiques? Est-ce que Ah, alors, des nouvelles musiques, clairement. Alors, c'est toujours la même personne en fait qui est à la barre. Les musiques de Doom sont très entraînantes. On a vraiment l'impression des fois de faire partie d'une partition de musique et de faire les percussions. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont encore augmenté le feedback en fait des armes. Il y en a beaucoup qui ont un ressenti, j'ai l'impression encore plus de patates que dans le jeu principal. Donc, il arrive par exemple que tu aies des énormes tentacules qui ressortent. D'endroits, des tentacules géants de pieuvres. Et quand on tire dessus au canon à plasma ou sur les armures, t'as l'impression que t'as de la batterie en fait qui se lance en fait dans la musique, alors qu'en fait c'est tes balles qui touchent l'adversaire. Et non, non, ils ont bien bossé de ce côté-là. C'est prenant. Tu mets ton casque sous les oreilles, tu t'affrontes tes vagues d'ennemis. c'était tellement excellent dans l'original, quoi. Mais Ça me fait penser, ils peuvent vraiment aller loin quoi, dans leur délire, hein. ouais. C'est assez fou. Ça me fait penser, en fait, il y a un autre jeu, en fait, qui était sorti dans le même style, en fait, que Doom, un Fast FPS dans le même style, qui était basé, en fait, sur le rythme de la musique. Je sais pas si vous vous rappelez, en fait, ce C'était pas jeu-là. Ghost Runner, Non, c'est pas c'était Ghost un Runner, autre. c'était un autre en fait où il fallait respecter en fait le rythme de la musique pour, que tes vagues enfin, tes tirs soient de plus en plus puissants et franchement ça avait l'air pas mal en théorie, Il mais faudrait je peut-être sais qu'on y pense. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus ça du me dit nom quelque chose aussi, personnellement. moi non plus, ouais, plus du tout. Enfin, on recherchera à l'occasion, ouais. Guillaume? Ah oui, bah donc tu as bien retourné dans tous les sens Doom Eternal, ses extensions, etc. Je me demandais, est-ce qu'on sait si c'est la dernière extension et aussi comment est-ce que toi, du coup, qui as vraiment C'est apprécié cet épisode, comment est-ce que tu vois l'avenir de Doom? Parce que est-ce que tu penses qu'on a atteint un plafond niveau intensité? Comment est-ce que tu vois le bah, prochain épisode en fait? Qu'est-ce c'est que t'aimerais? la grande question que je me pose parce que je te Doom dis, le Slayer jeu va-t-il pas tirer à principal, la retraite? C'est ça la question. mais le jeu principal devient, bah, alors sans spoiler, c'est assez compliqué, mais le jeu Non? principal devient un véritable tutoriel tellement en fait on va loin. C'est vraiment un jeu pour les fans. Ils sont vraiment allés au bout du délire de A à Z. C'est difficile de dire ce qu'on pourrait faire de mieux à part des nouveaux démons. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter parce que là c'est déjà assez complexe comme ça. Ce qu'il faut savoir quand même, juste pour faire un petit récapitulatif, c'est que j'ai regardé une vidéo, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une personne qui en fait retrace le scénario de Doom. Parce que j'en ai beaucoup rigolé parce que je disais à Guillaume qu'en fait Doom, j'ai rien capté au scénario, je crois, la première fois. Entre le moment qu'il y a eu entre la campagne principale et le moment qu'il y a eu entre les deux DLC que j'ai fait à deux autres phases de ma vie, quoi. Et ben, j'avais absolument rien capté. Et donc, cette vidéo qu'on vous conseille, qu'on fera sans doute apparaître aussi, euh, elle est assez folle parce que, en fait, j'avais complètement zappé, mais il y a plusieurs races en fait dans Doom qui s'opposent au départ, et il y a des histoires qui sont un peu bibliques en fait de trahison. Donc, il y a des thèmes en fait qui font très Prometheus dans l'esprit, rencontrer son créateur, les anges déchus, des choses comme ça. Et quand on regarde tout,
de A à Z. Il y a des gens sur internet, c'est juste hallucinant. Ils ont traduit carrément l'alphabet de Doom, parce qu'il faut savoir qu'il y a un alphabet de Doom Ah ouais, d'accord. démoniaque qui est propre en fait à la série et qu'on va voir, mais qu'à des petits endroits du jeu, c'est-à-dire sur un mur ou sur un ennemi ou dans une cinématique. Et il y a des vrais textes qui sont dans l'espèce de codex, comme ils appellent, où il y a des éléments du scénario. Et il y a des vrais textes, il y a des vraies choses. Et en fait, tu vois que même les décors que tu vois, les paysages que tu as dans le jeu, tout est cohérent par rapport au lore et à l'univers en fait de Doom. Et je conseille vraiment cette vidéo parce que c'est là que tu te dis qu'il y a des types derrière qui ont quand même bossé, mais comme des fous furieux. Parce qu'en fait, c'est vachement complexe. Mais alors, oui, c'est con, oui, c'est bourrin, mais c'est vachement complexe. Et ça a un côté, les théories qu'on peut avoir sur Alien ou les théories qu'on peut avoir sur Predator ou des choses comme ça, sur l'univers, d'où ils Mmh. viennent, ce qu'il y a, enfin, ou même Prometheus, toutes ces choses-là, quoi. C'est assez fou. Et le jeu, donc sans spoiler, finit, c'est la fin de Doom qu'on connaît depuis 2016. Et là, ils bouclent un arc, clairement, quoi. Oui, c'est ce Donc, qu'ils avaient dit, hein, de toute façon, ouais. il y aura quelque chose, je pense, c'est sûr. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on peut faire encore la même chose sans se dire, attendez les gars, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là? Ou est-ce qu'on passe à autre chose? L'univers de Doom est tel, je trouve que ça part un peu dans de la fantasy sur certains aspects au niveau de l'univers. C'est-à-dire, bon, c'est pas un spoil, mais il y a des dragons, il y a des trucs comme ça. Il y a des bêtes qui vont apparaître, il y a des gens d'autres timelines, de choses comme ça. L'univers de Doom, il est tellement riche, parce qu'en fait, il faut capter que en fait, le Doom Slayer, au départ, n'est pas Doom Slayer, entre guillemets, le titre qu'on va lui donner. Au départ, c'est un mortel. Et Et professeur des depuis. écoles d'ailleurs, je crois. Professeur des écoles. Ouais. Et depuis 2016, il a pas arrêté en fait de choper des aptitudes, des choses comme ça. Il a été complètement customisé en fait par une espèce de race alien qui les a trahis et compagnie. Enfin, c'est tout un bordel, pas possible. Et depuis, on a vraiment le sentiment dans ce jeu, et je pense que c'est pour ça que j'ai autant adoré. Moi, j'ai eu l'impression de devenir Dieu, quoi. Mais vraiment que c'était Dieu, qu'elle est atteindre Dieu. Mais là, tu atteins un stade. Je trouve que ça, c'est vachement cohérent ce qu'ils ont fait depuis 2016. Quoi. Pour moi, c'était un régal de A à Z. Et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs jeux que j'ai pu faire pour le plaisir qu'il procure, la satisfaction qu'il va te procurer. J'ai une dernière petite question et là, honnêtement, je vais peut-être m'auto-spoiler, j'en sais rien, tu vois? Mais, je me rappelle, en fait, que dans le jeu original, dans Doom Eternal original, quand tu revenais, en fait, dans ta capsule, en fait, enfin, dans chez toi dans l'espace, là, tu voyais, qu'il y avait un genre de robot géant, qui était, je sais pas, désossé, tu vois? Ou des parties de robots géants. Est-ce que, Ah, tu as cette chose qui réapparaît, en fait, dans le DLC 1 ou 2 en fait? Est-ce que, non? alors de Parce que mémoire, je t'avoue que moi, ça m'avait j'ai vu ça, je me suis dit: «Oh, dans, ça peut être tellement génial, quoi!» dans le Il rentre DLC dedans et tout. du Part 1, sans spoiler, parce que ça reste Doom quand même, on se bat contre un colosse, mais on se bat en petit homme contre un colosse, ce qui est D'accord, assez OK, rigolo. On va lui d'accord. péter toute son armure, il va être complètement décharné, ça fait presque un peu comme l'attaque des Donc titans. tu as pas les robots, Et géants, tout ça? non, d'ailleurs, c'est un arc C'est qui étonnant, pourrait, quoi. c'est quelque chose sur lequel il pourrait travailler à l'avenir, parce qu'on les voit, il y a un lien, il y a une histoire, il y a une cohérence et tout, du début à la fin, en fait, là-dessus, mais on va pas les utiliser. On reste dans son armure, quoi. Il y a pas de moment où on va partir C'est à se demander si, en la mode personne méca. qui a fait le scénario, en fait, de Doom Eternal, c'est pas la même qui a fait le scénario de Gears 4. Parce que quand tu regardes, il y a un passage dans Gears 4 aussi, tu utilises les robots géants, les mécas géants de la mort, Ouais. et c'est je vais pas dire que c'est à peu près la même chose quand tu regardes le Dire le 5, pas scénario. 4, parce que du coup, c'est le Non, cinquième, ouais. c'était dans le 4 qu'il y avait les robots Ah, géants. dans le 4. Ouais, c'était pas dans Mais le en tout 5. cas, Le 4 tout pourri d'ailleurs. regardez cette histoire de vidéo à l'occasion, parce que c'est vraiment surprenant de voir tout ce qu'il y a. Et quand on se rafraîchit la mémoire, eh ben je dis pas que c'est intéressant, parce que ça fait partie des narrations qui sont, entre guillemets, un peu connes, parce qu'il faut aller dans un codex pour le voir et compagnie, parce Mmh. que Doom, c'est un jeu d'action. Comme Mais Control, vraiment, ça veut le passer. lien entre les paysages, les monstres, même les monstres qu'on va voir et tout, ils ont un lien par rapport à l'histoire. C'est pas juste des démons. En fait, il y en a, ça va être une ancienne civilisation qui a commencé à être corrompue, et donc c'est leur chair qui a changé et tout et compagnie. Enfin, c'est assez fou, en fait, c'est marrant, quoi. Ça, pour ceux qui aiment bien Dante et l'enfer, C'est étonnant c'est n'empêche ce que tu sympathique. dis parce que quand tu regardes par rapport au premier opus de Doom, celui de 2016,
C'était vraiment ce qu'ils voulaient mettre en avant. C'est le premier truc que tu voyais, c'est le Doomslayer quand il commence à lui parler en fait du scénario, de l'histoire, Ouais. il balayait le truc totalement en fait, d'un coup de flingue ou je sais pas quoi et là, c'est carrément l'opposé en fait. En gros, Mais il y a une vraie attention, hein, ne me histoire, faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire, vous ouais, allez pas vous retrouver avec 1000 cinématiques. Les cinématiques les plus longues, elles vont d'accord, mettre 1 d'accord. minute 30 et compagnie. Mais en fait, ça cause quand même vachement souvent et tu t'en rends pas compte. Mais quand tu te bats, t'as souvent, t'as soit The Father, machin, enfin des espèces de prêtres qui te parlent ou d'autres personnes ou une IA. Et souvent, comme moi j'ai fait le jeu en anglais, alors ouais, ok, je comprends très bien l'anglais. Mais quand tu es en plein milieu d'une vague d'ennemis et que tu as un type qui t'explique les tenants et les aboutissants, des prêtres qui ont permis de faire ceci, cela, qui ont corrompu les autres. Parce qu'il y a il y a toute une ligne, entre guillemets, de races antérieures qui avaient découvert le secret de l'immortalité. Et ce secret de l'immortalité, il y a eu un grand débat, il y a eu des guerres ancestrales et tout et compagnie, parce que la personne qui avait découvert ce secret voulait le donner à l'humanité. Et il s'avère qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu. Et du coup, qui l'ont trahi. Ça a un côté un peu ange déchu. Et depuis, bah, du coup, il y a certaines personnes, ces sentinelles, cette civilisation, qui ont complètement périclité, qui se sont repliés sur eux-mêmes. Et là, c'est l'ouverture vers les enfers. Mais c'est marrant parce que quand tu regardes ça, ennemi par ennemi, tu te dis, il y a la cohérence artistique qu'ils ont, on le voit là, dans les images de DA, d'artwork et compagnie. Ben, en fait, c'est ultra travaillé et ça vient pas de nulle part, quoi. Il doit y avoir Ouais, un bien vrai sûr. travail entre les équipes pour donc des scénaristes, des mecs qui ont été payés, même les types qui ont fait l'alphabet. Il y a un type, il a dû créer un alphabet, c'est quand même marrant cette histoire. Pour 3 personnes dans le monde qui ont réussi à C'est faire quand même, c'est beau. Ouais, c'est fou, quoi. C'est ce que je me suis dit. Et je me suis même pas comment il l'a traduit d'ailleurs, l'autre. Je me demande où il a trouvé la traduction de l'alphabet Ça en se trouve, question. c'était peut-être carrément le mec qui l'a créé, qui l'a traduit parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait Mais bossé pour rien et qui attends, c'est suffisamment fou pour que même des trucs, des inscriptions qu'il y a sur des pierres avec, tu sais, comme des hiéroglyphes en fait égyptiens et tout qui représentent certaines scènes qui se sont passées soit dans la mythologie de Doom, soit dans le jeu principal. Bah, en fait, ils ont carrément effacé des coins d'alphabet pour que tu puisses pas lire tout. Donc, tu as le début de la phrase, mais tu pas tout. Où il te manque un mot, où il te manque un truc. Enfin, ils ont poussé le délire quand même assez loin, quoi. vachement loin pour un fast FPS, quoi. C'est pas le genre de truc que C'est tu vas clair. t'arrêter en fait pour dire: «Ah non, c'est sympathique ça». Je pensais pas forcément Je vais en prendre mon parler, mais dictionnaire, traduction Doom français, tu vois? c'est Non ça. mais ils sont Oui, je malades les parle mecs. le démon Je sais sentinelle. pas, 3e langue? Attends, n'importe quoi. Non mais je peux comprendre, c'est Voilà. intéressant, mais après quand tu regardes, quand tu veux jouer à Doom, c'est pas le genre de truc que tu Non, vas non, non, chercher non, à c'est pas. Mais les OK. graphismes sont tellement beaux aussi. Enfin, Il est toujours aussi bien ça optimisé le marche jeu bien, sur quoi. PC? Alors, bonne question, puisque du coup, bon, moi j'ai une 3080, donc je suis bien loti, n'est-ce pas, Guillaume? Mais là, moi j'étais en 144 Hz, donc 140 FPS à peu près, et tout en 2K, c'était fluide, ça bouge pas. Il y a juste eu sur la partie 2, j'ai quand même eu 3-4 freezes sur 8 heures de jeu, c'est quand même beaucoup. Plantage, tu veux dire? Ouais, exactement, parce que nous parlons la belle langue de Molière, qui était assez surprenant. Donc en gros, quand j'utilisais mon canon à plasma, parce que j'ai l'impression que c'était un truc qui revenait quand même régulièrement, le tir secondaire, bah, en gros, vous électrocutez la pauvre bête qui arrive plus à bouger. Et ça fait. Et j'ai lancé 2 grenades en même temps. Et sur cette même situation, plusieurs fois, quand il y avait plein de démons et c'était des gros démons, le jeu a planté avec le canon à plasma qui continuait de faire le bruit derrière. Donc c'était assez drôle. D'accord, Donc OK. bon, je pense que ça doit être assez rare, voilà, le jeu, sinon il tourne comme un charme, hein, Ça même fait sur combien des de temps qu'il est configurations sorti d'ailleurs modestes. le 2e DLC? Ça fait une semaine, non? 2 semaines? Je Le sais même plus. deuxième DLC, il date d'il n'y a pas très longtemps, là, quelques semaines, et la partie Ça sera 1, peut-être c'était, corrigé, hein. je crois, octobre, quelque chose comme Parce ça. que tu pas eu de plantage dans le 1er DLC, uniquement dans le 2e, quoi. Ouais, c'est ça, donc Ça c'était sera peut-être corrigé, surprenant, hein, en fait, d'ici quelques temps, c'est possible. c'est S'il y a un ça, patch ou 2, probablement, ouais. ils vont sûrement corriger ça avant que, Cyberpunk 2077 soit jouable. Oh là là, c'était méchant. Bah, écoute, C'était merci, gratuit. c'était gratuit, hein, ouais. Je te remercie Arthur, hein, pour, Mais de cette, rien. petite aparté, de 25 minutes, hein, sur Doom Eternal. C'était magnifique. Ah mais on sent que le jeu, il est vraiment génial et de toute façon, moi, dès que je terminerai ce que j'ai à terminer, je vais m'y mettre parce que c'est vraiment j'attendais que ça, en fait, que les 2 DLC sortent. Je me sens orphelin maintenant, c'est dire. Ouais, c'est beau. Ouais, Bah, bah écoute, moi, encore une fois, dès que ouais, j'aurai ma carte aussi, j'aurai hâte de m'y replonger, parce que vous avez entendu que mes deux collègues ne cessent de me lancer des petites piques par rapport au fait que je n'ai plus de carte graphique. Donc, quand j'aurai moi aussi ma carte graphique, bah eh bien, j'aurai hâte de me ah lancer dedans. Guillaume, J'avoue, ça tu une donne envie. PS5, tu une PS5, tu peux y jouer avec ta Tu peux manette, jouer à Doom aucun sur problème, PS5, exactement. hein, je vois Ouais, pas où est non. le problème, un fast C'est de FPS là à que la je manette, viens, hein, c'est mais génial. maintenant c'est plus possible. C'est de là que je viens, ouais.
Non, mais après, il faut être honnête, un fast FPS à la manette, c'est jouable, mais c'est pas là où tu prends le plus de plaisir, clairement, quoi. Faut pas déconner, quoi. Bah, une fois que tu as le point de comparaison, oui, c'est sûr. Ouais, c'est pas possible, Sur un quoi. jeu Non, comme ça, en tout cas, c'est de c'est l'ADN sympa, PC mais pur c'est et dur, pas quoi. clairement, quoi. Sans tu le vois, en fait, en plus, quand ils présentaient le jeu, en fait, ils ont fait 2 présentations de Doom Eternal. Une présentation à la manette et une Ouais, présentation au ouais, clavier ça veut souris. rien à voir, Ça c'est avait pas du rien tout à voir, pareil. quoi, déjà. OK. Donc voilà, c'était ce petit côté, fanboy PC qui ressortait juste avant la le passage sur un jeu qui, pour l'instant sorti sur PC, sur, console et aussi sur, Switch, qui est aussi d'ailleurs une console. Je voulais donc, parler On mais l'oublie, hein, heureusement, mais on l'oublie, à mais vous c'est d'être aussi une une planche à console, pain, c'est une console? D'ailleurs, avant de parler de Crash Calme-le. Bandicoot, si je dis pas de bêtises, Doom Eternal est aussi sorti sur la Switch, hein. Tout à fait. Ouais, je Donc, pense qu'il y a peut-être même un peu de visée c'est- gyroscopique, je suis pas sûr, ouais, mais. si c'est comme le premier, en tout cas, oui. Hmm. Et le jeu, je crois qu'il tourne en 320p, en minimum. C'est ultra dégueulasse, mais au moins c'est disponible. On C'est va pas se plaindre On peut qu'un jeu, jouer en à fait. Doom sur Switch. Ouais. En plus, avec le Joy-Con Drift, ça doit être génial, hein. Ça doit être totalement exceptionnel. Donc voilà, comme je disais, en fait, je vais passer donc la main à moi-même pour jouer, pour parler en fait de Crash Bandicoot 4, It's About Time, qui est sorti donc au mois d'octobre sur PS4, Xbox One et PC, si je dis pas de bêtises. Je sais même plus s'il est déjà sorti sur Oui, il vient de PC. Ouais. sortir sur PC, je crois, Alors, il est cette sorti semaine. en fait sur les versions PS5 et Xbox Series X et Series S et Switch. Il n'était pas sorti avant, ouais, d'ailleurs. Tu as entièrement raison. Donc voilà, moi j'ai pu le tester en fait sur PS5. J'ai pu le tester dans les meilleures conditions possibles. Enfin, pas à moins d'avoir une version PC. Enfin, bref. Donc en 4K, 60 images par seconde, tout était nickel. Franchement, le jeu était juste tourné tip top. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais déjà faire une petite intro par rapport à Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, c'est un jeu qui est sorti, l'original en fait en 96, si ma mémoire elle est bonne, et qui était réalisé en fait par Naughty Dog. Oui, oui, les mêmes Naughty Dog qui ont réalisé Uncharted, la série d'Uncharted et aussi tout ce qui était The Last of Us. Donc il y a quand même une légère évolution en fait de style par rapport au studio. Et donc ce jeu sorti en 96 sur PlayStation Première Union, c'est un jeu donc de plateforme en 3 dimensions. Qu'est-ce que je peux dire en fait sur le gameplay du jeu? C'est contrairement à un Mario qui est vraiment en 2D, comment il s'appelle? Crash Bandicoot en fait, c'est vraiment tout en profondeur généralement. Donc c'est un jeu en 3 dimensions, mais vraiment en profondeur, où aussi il y a d'autres phases où la caméra, bah, reste toujours de la même manière, mais le personnage revient vers vous. Donc voilà, je suis désolé, hein, pour les personnes en fait qui nous écoutent, qui nous voient pas, je fais des petits mouvements à la main, quoi. Mais c'est plutôt sympathique. Là, ils ont repris exactement la même formule en fait pour Crash Bandicoot 4, qui est cette fois-ci non plus développé par Naughty Dog, mais par un studio en fait d'Activision, et qui s'était occupé aussi du portage de la trilogie en fait sur PS4 de Crash Bandicoot. C'était Insane Trilogy, si je dis C'est pas le de même bêtises. moteur, là, hein, c'est ça, hein? Je pense que ça doit être le même moteur, mais poussé en fait, hein, parce qu'en tout Ouais. cas le jeu est super beau et tout ça. C'est Toys for Bob. Alors me demandez pas pourquoi est-ce que le studio s'appelle comme ça, j'en ai absolument aucune idée. Et ils s'occupaient aussi, ils n'ont pas fait de gros jeux, et c'est un studio en fait petite main entre guillemets pour Activision. Ils étaient aussi à l'origine de certains portages de Skylanders, des trucs comme ça. Pas un gros studio. D'ailleurs, on peut s'étonner qu'ils aient mis quand même assez de temps pour passer du 3e opus au 4e chez Activision, ce qui est quand même étonnant, parce que franchement, je sais pas pour vous, mais moi c'est quand même cool d'avoir un quatrième Je sais pas pourquoi ils opus. avaient laissé Bah, les je sais licences pas, comme ça ça, Peut-être ils une mais sont histoire de trouvés. droit, hein, sinon, je sais pas. Bah, il y avait, t'as peut-être pas tort, à un moment donné, si je dis pas de bêtises, il y avait une histoire de droit qui était repartie chez Sony, ou je sais plus, ou EA, ou je sais pas quoi, enfin bref, je m'avance peut-être un petit peu. Et donc pour reparler directement de Crash Bandicoot 4 et de l'aspect plateforme, donc le 4 reprend quasiment à 100% ce qui faisait l'originalité du premier, du deuxième et du troisième opus. C'est un jeu de plateforme en 3D, où le but en fait, c'est, au lieu, contrairement à un Mario où vous tapez en fait dans des pierres et tout ça, là en fait, je sais, J'aime bien quand tu mets j'imite Mario. super bien Mario, hein. Moi, attends, je voulais faire un petit moment et tout. Là, en fait, vous tourbillonnez, ou alors vous sautez sur des caisses pour récupérer des C'est pommes. dommage pour ceux qui n'ont pas l'image, hein, qui nous écoutent là. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à aller sur la chaîne de HCFR pour voir Benoît qui fait hi 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 hi. C'est magnifique.
Et donc du coup, oui, voilà, on récupère des pommes et le but, c'est clairement, en fait, de casser, toutes les caisses, de récupérer toutes les pommes, de finir, on va dire, le jeu à 100 vraiment parce que sinon il dure pas énormément de temps. La durée de vie, en fait, de celui-là, elle est quand même d'une dizaine d'heures, ce qui est déjà franchement correct Ah, une pour un jeu dizaine d'heures quand de même, ouais, OK. ouais, ouais, quand même pour un jeu de plateforme, ce qui est quand même pas dégueulasse, pour un jeu de plateforme. Tu voulais dire quelque chose après? Ouais, en fait, je me demandais, il y avait quand même un certain niveau de difficulté dans les vieux Crash. Les 3 premiers, tout ça, il y avait, enfin même les autres d'ailleurs après, il y avait, Ouais. donc, côté complétion, c'est-à-dire, il y avait des choses en plus qu'on pouvait récupérer, Mmh. ou parfois c'était un peu galère parce que un saut dans le vide et hop, pour recommencer le niveau et c'était nettement plus compliqué. Alors, juste, par rapport à ça, tu peux jouer soit, dans la version originale, donc avec un nombre de vies illimité comme ouais, nombre de vies limité pardon, comme dans le premier. Ah, tu as le choix alors? Tu le choix, ouais, tu as 2 OK. modes. Bon, bien sûr, moi, j'avais pris le mode «noob» entre guillemets, Bravo! où tu as des vies illimitées, mais bon, voilà, franchement, je me voyais pas rejouer, en fait, un Crash Bandicoot et jeter ma manette, par la fenêtre, hein, comme dans le premier. Sachant que, malgré le fait qu'il y ait ce mode, facile, au niveau des déplacements, en fait, de Crash, c'est quand même pas c'est pas du Mario, tu vois? C'est-à-dire que les déplacements sont pas au pixel près. C'est assez flottant, en fait, comme gameplay, en tout cas dans celui-là, et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont rajouté, en dessous de Crash, un petit cercle jaune pour te D'accord. permettre de mieux te placer, en fait, dans l'espace en 3 dimensions, quoi. Tu voulais dire un truc, dis-moi? Ah non, en fait, je voulais rien dire du tout, c'était une erreur de Tu parcours. Ah, as je un rigole. misclick, Il y avait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, déjà les masques, est-ce qu'il y a des nouveaux masques aussi? j'allais en parler justement, en fait, des masques. OK, J'allais en venir. En fait, je vais déjà en premier parler, en fait, des personnages qu'on peut incarner, en fait, dans cet opus-là. Donc, dans les précédents, vous pouvez incarner Crash, mais aussi, en fait, Coco. Alors Coco, je sais même pas si c'est sa meuf ou sa petite sœur. Je sais pas si vous avez vu. c'est C'est horrible ce que tu c'est dis. La c'est blonde là, c'est ça? oui, Il me semble oui. que c'est sa sœur, mais je suis pas sûr. C'est horrible. Oh là là. Arthur, non mais franchement, pourquoi tu dis ça? Putain, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc en fait, il y a ces 2 personnages-là qu'on peut alterner comme on veut, en fait. Il y a même pas c'est pas imposé. Contrairement à d'autres OK. personnages qui, eux, en fonction du niveau, vont être imposés parce que, bah, tu peux pas faire les choses que font, Crash, tout ça. Il y a un personnage, donc je me rappelle même plus de son nom, c'est un personnage féminin qui est assez grand comme ça, et c'est un peu, comment dire? Il y a plus d'action aventure, en fait, dans ces niveaux. C'est Elle a un grappin, elle peut envoyer le grappin, c'est un peu le Indiana Jones féminin, en fait, de Crash, tu vois? Et tu peux donner des coups de pied, tu peux, je te dis, surtout, en fait, cet aspect grappin flottant et tout ça, qui est pas mal. Et tu en as aussi un autre personnage qui est un genre de crocodile géant qui est sur 2 pattes, là, je connais pas trop le nom de la bestiole, qui est un genre comment dire? Un ustensile, en fait, qui lui permet de sauter parce qu'il aime pas, en fait, les bandicoots. Il dit: «Non, hors de question, je ne vais pas sauter comme les bandicoots», mais il saute quand même, ce con. Enfin bref, et c'est plutôt sympa, ces petits personnages-là, parce qu'ils te permettent, quand même de changer, d'alterner un petit peu les phases de gameplay classiques de Crash, tu vois? Avec, des trucs un peu différents. Bon, c'est pas foufou, tu vois? Mais à certains moments où tu vas te dire: «Ouais, bon, c'est un peu chiant là, j'aimerais bien quand même, j'aimerais qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive», tu vois? Boum, et tu as ces niveaux qui arrivent, et tu as aussi d'autres niveaux, des niveaux, en fait, qu'ils appellent, des niveaux flashback, où tu as une genre de caméra, qui donne un genre d'aspect, hem, téléviseur comme ça, tu sais, vieille télé, CRT, tout ça, à l'écran. Et là, c'est vraiment un niveau, où tu faut pas te louper, en fait. C'est-à-dire que si tu loupes directement une caisse, tu tombes dans le vide, tu meurs, tu Ah, il y reprends avait depuis beaucoup le ça dans début. les anciens aussi, Bah, des c'est niveaux ouais, où mais c'était assez extrême. c'est pas les mêmes endroits, en fait. Je vois ce que tu veux dire, en fait. C'est-à-dire que tu as aussi, en fait, cette partie où tu sautes, en fait, sur un C'est pas petit les niveaux tremplin. bonus quoi, que C'est tu pas dans les les niveaux airs et bonus, non. où C'est des d'accord. niveaux bonus, mais c'est un genre de niveau, en fait, avec une petite cassette que tu peux récupérer, et ils appellent ça niveau flashback. Et OK. c'est là où je te dis, franchement, la replay value est vachement importante, en fait, dans ce Crash-là. J'ai regardé tout à l'heure, en fait, sur Gamekult, il parlait carrément de jusqu'à 300 heures de gameplay, ce qui est quand même juste énorme. 300 heures? Ouais, entre 10 et 300 heures de gameplay, parce Mouais. qu'ils te rajoutent, en fait, je te dis, la complétion, compétition, je sais même plus comment on dit, enfin, La complétude. complétude, on va dire ça. Non, mais quand tu veux faire tous les trucs à Ah, la 100, complétion, ouais. tu dois ramasser, donc toutes les caisses, tu dois faire péter, par exemple, toutes les caisses, tu dois récupérer toutes les pommes, tu dois récupérer aussi, tous les niveaux bonus, tous les machins, toutes les gemmes qui peuvent être cachées aussi dans le niveau.
Tu as aussi carrément des niveaux, ce qu'ils appellent les niveaux inversés, où tu as plus du tout en fait Dans le le miroir. tu mais c'est pas un mode miroir justement, c'est au niveau des couleurs qui sont inversées. Alors je t'avoue que j'ai même pas encore eu le temps d'essayer tellement qu'il y a de trucs à faire dans ce jeu, le mode miroir, le mode inversé. Et tu as aussi un mode contre la montre, donc franchement, il y a de quoi faire au niveau, du temps à passer en fait sur ce jeu. Vraiment vraiment cool. Au niveau du level design en fait, du jeu, c'est assez, c'est assez classique, c'est-à-dire que tu as pas mal de niveaux, qui se basent, tu sais, sur les niveaux type, futuriste, enneigé, niveau aussi, comment ça s'appelle? Tu sais, les niveaux tropicaux, les trucs comme ça, tu vois? Et il y a un niveau qui m'a particulièrement que j'ai beaucoup aimé, c'est un niveau en fait où tu étais, c'est un niveau musical où à chaque fois en fait que, comment il s'appelle? Que Crash en fait, il sautait par exemple sur un truc, ça faisait un petit boum, boum et ça s'enchaînait pas mal avec la Ah musique. d'accord. Et ils ont intégré aussi dans ces niveaux-là et même dans d'autres niveaux, un petit peu comme dans Ratchet& Clank, les niveaux où tu es sur un rail. Tu sais, tu sautes sur un rail et tu peux, sauter par-dessus les ennemis, sauter sur des caisses ou alors, gripper par en dessous du rail et tout ça, tu vois? Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est au niveau de niveau, c'est pas mal du tout. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé pour l'instant, c'est que dans les jeux originaux, tu avais des boss, mais là, les boss, ils sont hyper simples à buter. Il y a pas de je sais pas, ils ont pas été Pas de inspirés pour challenge. les buffs, non. Pas ils ont pas été inspirés du tout pour les boss, en fait. Je sais pas pourquoi. Autant pourtant dans certains niveaux, c'était vraiment cool, mais les boss, ils se font, tu sais, c'est un peu, les boss des jeux Mario où Ouais. tu le fais parce que tu dois le faire, Bah, mais ouais, il y a à rien part de ceux de Mario Odyssey, les boss, ils ont rarement été très, bah, c'est un peu expéditifs, dommage, je trouve, quoi. dans Ouais. Crash 4, de ce genre de choses. Par contre, là où ils ont un peu apporté une nouveauté, c'est comme tu disais tout à l'heure au niveau des masques. Donc là, ils ont alors, je sais pas s'ils sont tous, des nouveautés, vous allez peut-être me le dire, je sais pas si vous avez déjà fait les 3 précédents Crash ou pas? On en a fait Heu, plusieurs, mais honnêtement, je sais J'ai plus fait lesquels. le Le troisième et 4. puis le 3e. premier pour ma part. Et ben, dans ceux-là, en fait, il y a 4 masques différents. Tu en as le premier en fait, qui permet d'afficher ou pas des éléments du décor. C'est-à-dire, par exemple, tu sais, OK. quand tu sautes, voilà, tu appuies sur, une gâchette, boum, ça affiche le truc, mais ça enlève, en fait, le décor d'avant et ainsi de suite. Tu as le 2e, en fait, tu tourbillonnes, mais tout le temps et donc du coup, ça te permet de faire des super sauts, mais ton personnage est moins, il répond moins bien, forcément, tu vois? Tu as le troisième, c'est carrément, c'était quoi encore? C'était, ah oui, il permet de ralentir le temps. Ah ouais, Donc d'accord, ça ouais, ça ça, c'est c'est pas mal du plutôt tout rigolo. et tu as des caisses, tu as un petit truc qui permet d'activer une caisse et les caisses, en fait, tu as un petit timer dessus et Ouais, bien sûr, juste après, tu découvres ce pouvoir-là qui te permet, en fait, de ralentir le temps, donc de péter plus facilement les caisses, en fait. et les TNT, ouais. Et non, non, pas les trucs de TNT, c'est carrément des caisses normales, mais Pour les avec un petit caisses, hein, timer dessus. Non, d'accord. non, les TNT, de toute façon, celles-là, bah, voilà. Tu as aussi les caisses vertes là que dès que tu les touches, tu Oui, exploses, la donc nitro, ouais. ouais, Nitroglycérine, c'est ça, ouais. Celles-là, c'est des vieux faut voilà, souvenirs. ouais et le 4e, alors celui-là, j'ai pas eu le temps encore de le faire parce que j'ai pas terminé le jeu de A à Z, j'ai fait à peu près aux 3/4 pour l'instant. C'est, ça te permet en fait visiblement de jouer sur la gravité. Donc ça aussi, c'est un peu, pourquoi pas, tu vois? J'ai pas encore testé, donc je vais pas dire si c'est bien ou pas. Mais j'ai bien aimé justement l'apport en fait, de ces petites nouveautés-là. Ça permet encore une fois, d'apporter un peu de nouveauté alors que tu te dis: «Ouais, bon, je fais que sauter sur des caisses depuis 4 heures», tu vois? Donc au bout d'un moment donné, il faut voilà, apporter un peu de nouveauté ou alors ça va être chiant quoi, tout simplement. Et il y a toujours aussi ces petites nouveautés, enfin ces petites, passages dans certains niveaux où tu peux prendre un genre de jet ski. Tu sais, pour, voilà, les passages sur l'eau et tout ça. C'est des passages assez rapides, assez nerveux et qui sont vraiment cool, quoi. Et puis voilà, donc ça, c'est un peu, ce que j'ai à dire sur le jeu. J'ai vraiment franchement, pour l'instant, c'est pas mon type de jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été plus dans le gameplay, des Mario et tout ça. Les Crash, c'était un peu la découverte à l'époque, tu sais, du gameplay 3D, en fait, de la PlayStation. C'était un petit peu, un gameplay qui était, voilà, qui était assez punitif, mais qui était pas j'étais pas ultra fan. Mais pour celui-là, tu vois, je prends un peu plus de plaisir. Alors je sais pas si c'est grâce au fait d'avoir mis aussi ce petit cercle en dessous du personnage qui te permet justement de mieux, appréhender justement tes sauts et de mieux, sauter au pile poil à l'endroit où tu veux. Bon après, ce petit cercle en dessous, c'est vraiment dégueulasse, hein, c'est pas beau du tout, hein. Contrairement à C'est dans la l'intégralité du version, jeu. noob, c'est ça? C'est dans le Non, mode bah, où c'est dans tout le alors, jeu, j'ai quel pas que soit le testé. choix? J'ai pas testé en fait le mode normal avec les vies limitées, donc je pourrais pas te dire. Je pense que c'est pas dedans, c'est pas logique en même temps. Ouais, OK. Voilà Ouais, c'est et faudrait regarder à l'occasion. franchement le jeu est pas mal du tout. Graphiquement parlant, il est super joli. Moi j'ai un écran OLED donc les couleurs elles pètent, mais franchement le jeu il est vraiment magnifique, quoi.
Vraiment, c'est vraiment super beau. Il est très, très fluide, les animations sont vraiment sympas. Les décors aussi, les décors franchement, ils sont même animés derrière et c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et enfin, pour l'instant en tout cas, on verra ce qu'il en est en fait dans le dernier quart du jeu que j'ai pas encore fait et en tout cas, C'est là que c'est blindé de bugs. je vous recommande en tout cas franchement le jeu si vous aimez en tout cas le Crash Pas original, jeudi. tu sens que le jeu il a pas été fait pour révolutionner le genre, mais faire plaisir en fait aux fans de la série tout simplement en fait. Donc voilà. Je sais pas si Ok. vous avez des questions en fait sur ce Crash Bandicoot 4 It's About Time. Et en fait, ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que dans la partie où tu peux faire 100%, tu dois débloquer en fait des skins. Et c'est tout bête, tu vois, mais tu vois par exemple ton Crash avec une tenue pas Manuel de Valls. pompier, tu vois. Arthur, on avait dit tu pouvais pas le placer, t'avais pas le droit de le Vas-y, placer. pas tous les podcasts, Manuel Valls. Non, ouais, ça faut arrêter quoi. Donc voilà, écoutez, moi je vous conseille franchement de vous lancer dans ce petit Crash Bandicoot 4 qui est vraiment sympa. C'est pas comme si on en avait non plus toutes les semaines et tous les ans, donc faites-vous plaisir et voilà, et testez-le quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était la partie donc sur Crash. Maintenant on va passer sur Hitman 3 qui a été testé en fait par Umaguma, donc par Guillaume sur sa PS5 et non pas sur PC encore une fois. Donc voilà, c'est à toi Guillaume, je t'en prie, vas-y. C'est ça, donc Hitman 3, donc une série qui est quand même connue. Je sais pas, je ne sais plus exactement au combienième épisode on en est. Donc un jeu dans lequel on incarne un tueur à gages, tout simplement, qui se joue à la troisième personne. Et spécificité de celui-ci, donc c'est le troisième d'une trilogie développée par IO Interactive, donc les créateurs du Hitman original, qui là sont revenus après quelques années pour s'occuper à nouveau de leur franchise fétiche. Donc, pour commencer, je vais dire que tu rigolais en disant que j'avais malheureusement pas pu le faire sur PC. Bah, figure-toi qu'une excellente surprise que j'ai eue, c'était de voir qu'il tournait comme un charme sur PS5 avec une absence quasi totale de temps de chargement Je suis d'accord. et une fluidité à toute épreuve. Donc pour moi, ça a été vraiment une excellente surprise quand j'ai démarré le jeu. D'autant plus qu'il s'agit d'un jeu dans lequel on est amené souvent à placer des sauvegardes parce que les sauvegardes sont manuelles dans les niveaux. Même Et sur console alors. Tu peux sauvegarder quand tu veux à n'importe même quel sur endroit? console, ouais. On peut Ah ouais, tiens. sauvegarder à la volée, ça prend juste quelques secondes, je sais pas, je pense 2-3 secondes, et c'est reparti. Et si on rate, on se fait repérer, par exemple. Là, à nouveau, on va pouvoir recharger notre partie. Donc le bilan Ah technique est ouais, très bon. Ouais. mais pourquoi Et tu fais ça, espèce de tricheur? Tu peux pas continuer directement en fait à jouer en tour. Tu n'assumes pas tes erreurs dans la vie, Guillaume. c'est parce que pour resituer, si on avait un auditeur qui ne connaissait pas du tout Hitman, donc il s'agit, comme je disais, d'une simulation de tueur à gages vue à la troisième personne, dans laquelle on commence un niveau, on a une cible, ou plusieurs même, à assassiner. Et c'est un jeu d'infiltration donc, et on a toutes sortes de moyens qui sont mis à notre disposition pour parvenir à nos fins. La spécificité en fait de ce Hitman là, c'est-à-dire, et c'est le même esprit dans ce troisième, c'est que chaque niveau, si vous voulez, il faut voir ça comme un film. Il faut imaginer qu'en fait on commence, qu'il y a un film qui commence et qu'en fait c'est toujours la même partition qui sera jouée. Seulement notre personnage, lui, il va arriver, il va commencer le niveau soit au point de départ A, ensuite tu finis le niveau avec succès, tu assassines ta cible et là ils vont te donner des nouveaux points d'entrée dans le niveau avec des nouveaux objets. Et ces nouveaux points d'entrée vont te permettre de voir en fait de nouvelles scènes. Mais en fait tout se répète tout le temps. C'est-à-dire que le niveau, si tu sais par exemple qu'à 1 minute la cible va passer là, même si tu arrives d'ailleurs, elle passera toujours au même endroit à 1 minute. Et en fait, c'est un concept qui a été poussé à fond avec cette trilogie-là. C'est cette idée que c'est un jeu qui a vraiment une durée de vie très courte, hein. Si on veut juste, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, on y reviendra, mais si on veut juste assassiner les cibles, passer à la mission d'après, c'est un jeu qui peut se finir en, je pense, 4 heures. Ça va vraiment, C'est vraiment vite. un côté un jour sans fin quand tu en parles, comme on sait Bah c'est exactement ça. où ils vont être Ou- en fait. Bah c'est ça, on sait exactement où ils vont être, mais après attention, ils font énormément de choses. Et c'est pas seulement les cibles qui ont une routine, c'est tout. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est riche, ne serait-ce que par ses destinations. Par exemple, il y a un énorme effort qui a été fait sur la direction artistique en fait du jeu. Par exemple, le premier niveau, ce sera une soirée d'ultra riche au sommet d'un immense gratte-ciel à Dubaï, qui littéralement est dans les nuages, où il y a une exposition d'art et aussi d'autres choses qui s'y magouillent. En fait, c'est jamais, comment dire, disons qu'il y a toujours plus que ce que laisserait supposer la première idée
qu'on se fait de notre cible. Il y a toujours d'autres trames qui se jouent en parallèle de notre cible. Par exemple, nous, on cherche à assassiner quelqu'un, mais on pourra surprendre au détour d'une conversation que d'autres personnes sont intéressées par l'héritage de cette personne et qui vont essayer de l'assassiner aussi. On va pouvoir entendre une femme de ménage qui se dispute avec son mari au téléphone. On va pouvoir entendre plein de choses. Et en fait, tout le jeu qui est autour de ça peut nous donner envie d'en apprendre toujours plus. Sachant Donc, qu'en plus, donc, dans cet épisode, tu dois aussi avoir énormément de costumes, en fait, qui te permettent d'appréhender les on a cibles. énormément de costumes et en fait, ça, c'est vraiment un des points forts du jeu. C'est l'incroyable variété des approches pour éliminer sa cible. Il y a autant de façons, je pense, presque que de joueurs pour éliminer la cible. Et j'ai pu voir, notamment sur YouTube, des parties où les développeurs eux-mêmes étaient surpris par les moyens employés par les joueurs pour assassiner leur cible. Ce qui, ça, est vraiment, C'est bon, vraiment ça. un très bon point. Ouais, c'est vraiment un très bon point. Donc, et d'ailleurs, oui, c'est quelque chose pour moi qui est capital. Alors, j'avais fait le premier et le deuxième de cette nouvelle trilogie, mais je les avais fait sans jamais toucher au HUD, donc aux informations à l'écran, donc tous les indices qui sont donnés, c'est-à-dire la localisation de la cible, où on en est au niveau des munitions, les indices sonores, voir à travers les murs, des choses comme ça. Le premier et le deuxième, j'avais pas changé ça. Et là, le troisième, je me suis dit, je vais essayer d'enlever tout le HUD. Et en fait, Ah, c'est cool et ça. ça a changé. Ça, je le dis, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est capital et je suis même déçu de l'avoir réalisé que maintenant avec ce troisième opus, si bien que je vais même refaire le 1 et le 2 comme ça, tellement ça bouleverse tout le jeu. Je vous conseille vivement de le faire sans aucun HUD, parce que comme je disais, si c'est un jeu que vous comptez faire juste pour avoir vos cibles et passer à la mission d'après, ça peut se faire vite et c'est encore pire si vous avez un point rouge qui vous dit où est votre cible, vous allez tracer jusqu'à votre cible, essayer de la tuer plein de fois jusqu'à ce que ça passe et quitter le niveau. Et en fait, bah, malheureusement, c'est ce que je faisais pour le premier et le deuxième Hitman. Parce que je me disais, oh bah voilà, ils me disent où elle est, je vais pas m'amuser à tourner autour juste pour le plaisir de le faire. Et là, en fait, c'est une toute autre façon d'apprécier le jeu, c'est-à-dire que vous commencez un niveau, donc les destinations, donc il y a ce gratte-ciel à Dubaï, un ancien manoir anglais avec un espèce de Cluedo qui se joue, où on peut même prendre le costume du détective pour recueillir les témoignages et deviner qui s'est fait tuer et comment et pourquoi. Il y a une boîte de nuit très underground à Berlin. Euh, voilà, genre en Chine, un quartier malfamé où il y a des expériences qui se font sur des cobayes pour modifier leur cerveau. Bref, toutes sortes de choses. Mais Modifier leur cerveau. Ce qui, ouais, ce qui est cool, c'est que là, ça a vraiment l'air de. Je pense que quand tu joues comme ça, tu dois avoir vraiment la surprise de la découverte et tu dois constamment en fait chercher à découvrir de nouvelles choses si tu n'as pas bah, d'indication, quoi. Plutôt que c'est ça. effectivement de tracer, je me dis là, les développeurs, ils ont quand même, parce qu'en plus, Hitman, ils sont connus pour avoir une gestion des foules assez impressionnante parce que tu peux avoir 1000 personnes, enfin, ou je sais pas, Ah, plusieurs centaines dans une même salle et tout, ou les voir tu peux, discuter, tout ça. ouais, tu peux voir à l'écran, je sais pas si c'est une centaine, mais tout sur plusieurs dizaines de personnes qui toutes sont en train de discuter, de boire un verre, de danser, etc. Mais oui, cette absence de HUD, en fait, c'est la façon optimale de profiter du jeu parce que ça devient un véritable générateur d'anecdotes. Ouais, C'est c'est ce qui cool. fait que quand vous le ferez, j'espère qu'on pourra en parler. Parce que moi, j'ai des situations qui ont dégénéré, mais c'était juste fou. Parce que aussi, ne plus pouvoir voir à travers les murs ou avoir des indices auditifs, ça fait que tu as la pression quand tu es en train de tirer un cadavre pour aller le cacher et que tu sais pas qui est derrière, qui peut débarquer. C'est comme ça que tu te retrouves à tirer un cadavre. Et là, d'un coup, il y a une femme de ménage qui est au téléphone, qui arrive devant toi, qui hurle, elle part en courant, tu prends quelque chose qui passe à portée, tu lui lances un marteau, tu la caches dans un, tu la sommes du coup avec ton marteau, mais ensuite tu dois la cacher vite fait. C'est beaucoup, beaucoup d'improvisation en fait. Et c'est dans les moments-là que le jeu C'est tire sa plus sublime. grande force, c'est dans ces moments d'improvisation. Et aussi juste le plaisir finalement de trouver sa cible après avoir erré dans un niveau pendant 40 minutes. Parfois aussi se tromper de cible. Parce que c'est assez clair de qui est ta cible. Et moi je sais qu'une fois j'étais à une réception, j'avais fait mon plan parfaitement pour avoir la cible, etc. J'ai tiré une balle dans la tête de la mauvaise personne, autant dire que ça a été la panique. On m'avait pas vu, j'ai dû revoir tout mon plan, etc. Donc c'est des lieux, j'ai sincèrement vraiment beaucoup ri en jouant à ce Hitman. Et t'as une Donc photo quand même de la personne. Tu t'as sais une Ah, qui mais photo, c'est. Guillaume, oui, il est bah, pas t'as une Quel regardant. physionomiste, mec. Il t'as fait une photo, exploser tout l'hôtel et c'est réglé. alors t'as une On devait photo de tuer la un chauve. personne. Ok, la brune là, c'est elle. Bah alors justement, ça c'est arrivé dans un niveau où ils essayent un petit peu de renouveler les façons d'appréhender l'approche de la cible. C'est-à-dire que normalement c'est assez classique, tu as une ou deux cibles, tu sais à quoi ils ressemblent, mais c'est ça qui est bien quand t'as pas de HUD, c'est qu'il faut vraiment que tu arrives devant
pour que là, tu aies la personne qui communique avec toi à la radio qui te dise OK, elle est là, etc. Et du coup, tu la vois et tu la suis. Mais il y a un niveau qui est très intéressant à Berlin où tu as plusieurs cibles. En fait, c'est des gardes et tu dois leur faire passer un message. Genre, je sais plus, tu as, je crois, une dizaine de gardes et la mission se finit une fois que tu en as tué 6. Mais ils sont pas localisés sur la carte. C'est dans une boîte de nuit où tout le monde danse avec plein d'effets de lumière, des stroboscopes, etc. Et pour savoir qui ils sont, t'en tues un, tu prends sa radio et il faut que tu observes dans la foule ceux qui communiquent avec la radio. Et ils réagissent aux gens Ah que tu ouais, tues dans la d'accord. boîte de nuit. Et en fait, ça, c'est vraiment génial. Je m'en souviens parce que tu sens la pression. Genre, au début, il y en a plusieurs, mais tu les tues un par un et puis ils disent, hey, il y a machin qui répond plus, toi, t'avances, etc. C'est, ça, c'était vraiment un sacré plaisir. Donc, les niveaux, globalement, ont vraiment une ambiance qui leur est propre et qui est vraiment réussie. Donc, voilà, une durée de vie vraiment assez gargantuesque, surtout si on accroche à l'idée de refaire les niveaux. Aussi, ils ont vraiment fait un effort dans celui-ci plus que dans les autres pour le briefing des missions, parce que j'ai pas parlé de l'histoire. Il y a une histoire qu'ils ont fait dans le jeu. Moi, honnêtement, j'y ai pas prêté attention. En gros, il me semble que l'agent 47, il s'est un peu rebellé contre son organisation, un peu à la Oh là façon d'un Jason là. Bourne. Ah oui, c'est original. Et il s'est rebellé contre son organisation, et puis en fait, il veut un peu s'en affranchir. Et pour ça, il remonte les stats. En fait, c'est un peu Attends. ce Il veut fantasme comme aux tueur à gage États-Unis. indépendant. C'est un peu ce fantasme comme aux États-Unis du Deep State. C'est-à-dire que encore au-dessus du gouvernement, il y a des personnes qui tirent les ficelles, et c'est là que c'est cette Ah. T'as trouvé organisation de le tueurs à scénario gages. de John Wick 8 là. Oui, C'est voilà. clairement ça quoi. Donc c'est pour ça que j'ai même pas parlé du scénario, honnêtement, peu importe. Mais tout ça pour dire que malgré cela, les écrans de briefing des missions sont un peu à la façon d'un James Bond. Vous voyez les génériques d'ouverture des James Bond, souvent c'est très stylisé, avec des formes qui bougent, beaucoup d'effets, de mise en relief, etc. Enfin bref, tout le monde a vu un James Bond et saura reconnaître l'analogie. Et voilà, un fort effort fait avec ça, avec aussi des super musiques. Il y a vraiment un côté James Bond, et d'ailleurs, ça me fait me dire que vraiment, il y a une logique que leur prochain jeu, ils commencent à se dire qu'ils vont prendre la franchise 007. Parce que c'est vraiment quelque chose de logique finalement, parce qu'on se sent comme James Bond. Et quand on a tué tout le monde, qu'on voit tout le monde qui panique, qu'on s'est pas fait voir, et qu'on quitte le niveau, et que la musique monte en intensité, là, on se sent vraiment, vraiment fier de nous. Ouais. Arthur? Ouais, moi j'ai quand même une question, c'est est-ce qu'il a son propre alphabet? Donc tu coupes ce qu'il est en train de dire juste pour sortir ta connerie, toi, mec. Alors non, il Il est n'a pas son intenable. propre alphabet, mais pour Bah, il a donc quand même ça son c'est code barre sur l'arrière du truc. Est-ce que il a son tu peux le scanner à la caisse ou pas, mec? alors non, il sonne pas dans les portiques, sauf si tu as une arme. Il a déjà Mais son passeport numérique, lui. pour reprendre un petit peu le fil et puis notre sérieux, donc ça c'était pas mal donc les points positifs. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à parcourir ce Hitman. Et pour revenir un petit peu peut-être au point un petit peu plus négatif, je dirais que c'est le troisième d'une formule. Il y a des choses qui ont été améliorées, qui ont été sublimées dans le gameplay. Mais je pense que là, ça y est, il est temps qu'ils passent à la suite et qu'ils essayent un peu une autre franchise, une autre approche, que les développeurs changent un petit peu, sortent de leur sentier battu. Parce qu'on a moins, forcément, logiquement, hein, c'est le troisième d'une trilogie, mais qui est vu un peu, on sent que c'est tout est dans le même moule. D'ailleurs, quelque chose qui le reflète très bien, c'est qu'à partir du menu principal du 3, on peut accéder à toutes les missions du 2, à toutes les missions du 1, ce qui est vraiment bien. La plupart ont même été remasterisés quand il y a eu un peu... ils ont passé leur temps à les améliorer. Par exemple, les ajouts de gameplay du 3 ont été insérés ensuite dans toutes les missions du 1 et du 2, ce qui est génial. Mais ce Mmh. que je veux dire, c'est que du coup, il faut un peu voir ça presque comme un grand jeu. Presque, c'est un côté grand DLC. C'est un jeu à part entière, mais quand même, il a ce côté où il y a peu d'amélioration. Arthur? Pas de grosse Un peu, nouveauté. le côté un peu 2.5, parce que l'épisode Voilà. qu'il y avait juste avant, c'était un jeu service au départ. Enfin, il avait été construit comme tel, c'est-à-dire une mission, puis une autre qui allait arriver après, puis encore une autre. Je me souviens qu'à l'époque, ça te dérangeait déjà pas mal parce que tu avais aussi envie d'avoir un truc un peu plus cousu. Et donc là, je pense que faut pas non plus complètement se leurrer. Cet épisode-là, ils l'ont sorti, mais c'est pas complètement un nouveau Hitman. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils les proposent combinés. Voilà. Ce qui est vachement chouette d'ailleurs, hein, mais Bah, surtout que ça... voir ce qu'ils vont faire avec James Bond, là pour le coup, ils seront totalement dans quelque chose de différent, donc ça peut être ultra intéressant de voir ce qu'ils vont faire, avec sans Et puis doute un c'est budget surtout que ça important. collait pas. Disons que ça, c'est
absolument personnel, mais ça collait pas en fait à ma façon de progresser dans un jeu vidéo. Mmh. Dans le sens que autant quand c'était épisodique, là je pouvais comprendre cette envie de retourner dans le niveau, le retourner, se comparer au score des autres joueurs. Mais là, en effet, comme je disais, il me semble que c'est 6 destinations qu'il y a. Et dans ces 6 destinations, il y en a une qui c'est malheureusement, ça aussi il faut le dire, la dernière destination. Donc ça monte crescendo, les niveaux sont immenses. Le premier, un peu comme au début du deuxième Hitman, à Dubaï, c'est pas le plus grand, il est assez, le level design n'est pas le plus intéressant. En revanche, les autres ont vraiment un grand level design vraiment passionnant avec plein de façons d'entrer dans les maisons, s'infiltrer, etc. Par contre, grosse déception, c'est que la dernière mission, tu t'attends à ce qu'ils aient mis le max pour la dernière mission, surtout de la trilogie, et elle est vraiment ratée, quoi. Alors ça, Ah ouais? ah ouais, j'étais surpris, hein. Je C'est m'en souviens, laquelle? elle se passe dans un train, et un train Ouais. avec tout ce que ça implique, il faut aller tout droit, et tu peux juste passer par les côtés du train, par les hublots, etc. Je vous avoue que ça, pour moi, ça a été une sacrée déception, hein. Ils sont inspirés de Ça, Gears of War, ah, non, mais voilà, mais forcément. c'est surprenant quand même. Je veux dire, ils tiennent vraiment à leur trilogie. Le jeu, il a des level Exactement. design vraiment riches, etc. Et tu te retrouves dans un train dans le dernier avec juste 2 costumes à changer, une ligne droite et une tonne de garde. Surtout que c'est un Après jeu qui perd, Ouais, surtout que c'est c'est un jeu bizarre, qui ouais. perd tout son intérêt. C'est un jeu qui est pas fait du tout pour l'action. En fait, dans ce jeu, quand tu te fais repérer, sauf dans de très rares cas où ils t'ont pas vu toi et tout, etc. Mais si les gardes t'ont repéré, tu charges, le jeu n'a plus aucun intérêt. Je me suis amusé un moment juste de voir ce qui se passait au niveau de l'IA après m'être fait repérer, de tirer un peu sur tout le monde. Le jeu n'est pas fait pour, les IA partent dans tous les sens. C'est la cata. Benoît? mmh. Ouais, moi j'ai juste une petite question parce que tu dis que c'est le dernier niveau, mais moi j'ai vu il y a quelques jours en fait qu'ils avaient annoncé un nouveau, season pass avec, Oui, sur les justement des 7 péchés nouvelles capitaux. missions. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire principale? C'est après ou tu sais pas? Alors, T'as pas suivi ça? j'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble qu'en fait, ils ont rajouté des missions dans les missions qui existent déjà qui vont aborder le D'accord, thème des ouais, d'accord. 7 péchés capitaux, mais ça va pas être des nouvelles missions. Mais peut-être D'accord, Ça qu'ils vont en serait développer. un esprit Seven un petit peu là, ou ouais, parce c'est qu'après, péché capitaux, enfin c'est marrant. le DLC, enfin le truc je crois qu'il vaut quand même 30 balles, hein, donc c'est pas rien non plus, quoi. Ouais, à voir. J'ai pas envie de dire de Voilà, bêtises parce que j'ai pas suivi ça, mais à voir. ouais. Et donc oui, donc ça c'était un des premiers aspects un petit peu négatifs. Il y avait aussi ce fait que on est invité à refaire l'émission pour tout voir, mais je trouve qu'au final, on est quand même trop peu incité à varier notre approche parce que l'IA, elle est bien, mais c'est un peu comme si on atteignait un point uncanny valley comme il peut y avoir avec les visages un peu robots qui nous mettent mal à l'aise, mais avec l'IA où elle est tellement bien qu'elle est nulle. Je sais pas comment expliquer. C'est dans le sens qu'en fait, l'IA peut faire tellement de choses elle est, on peut la gruger de tellement de façons, et il y en a qui marchent tout le temps. Je sais que par exemple, moi, j'ai pu faire tout le jeu avec ma pièce de monnaie et en posant mon silencieux. C'est-à-dire qu'avec une pièce de monnaie, je vais donner un exemple qui m'avait fait rire quand j'avais fait le jeu, qui marchait souvent. Tu veux entrer, il y a une porte verrouillée où tu as besoin d'une carte pour déverrouiller cette porte. Il y a un garde devant. Tu te mets sur le côté du garde, tu lances une pièce à ses pieds. Il va te dire, hey, pourquoi est-ce que tu me lances des pièces comme ça? Donc tu prends la pièce. Ensuite, il est énervé contre toi, donc là, en fait, il te suit du regard. Ensuite, tu lui relances une pièce, mais sur lui cette fois. Et là, il va dire, mais arrête de me lancer des pièces. Et du coup, il s'énerve et il vient le dire juste sous ton nez comme ça. Donc toi, ce que tu fais, c'est tu passes derrière lui, tu lances une deuxième pièce quand il te voit pas, devant. Et là, il va faire, oh, a penny. Et il va aller vers la pièce, tu l'assommes, tu le mets dans une caisse, et tu peux toujours faire ça. Et en fait, c'est quelque chose qui rend. Moi, c'est pour ça quand je dis parfois j'ai tellement ri en jouant à Hitman, c'est qu'en fait, s'il te voit lui lancer la pièce, si tu lui lances dessus, il va s'approcher, mais c'est pas considéré comme une agression. Et du coup, dès que ensuite le temps qu'il se remette dans son mode routine et Il a qu'il se oublié, replace quoi. là où il est, bah, tu passes juste derrière lui, t'en relances une, mais là, en fait, son cône de vision t'aura pas vu. Donc, il ira la chercher. Et D'accord. c'est des choses comme ça. Ou alors, par exemple, quelque chose que tu peux utiliser, mais tellement à outrance, c'est par exemple, imaginez, vous êtes dans un supermarché, puis d'un coup, vous voyez un fusil automatique par terre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler quelqu'un ou aller chercher un responsable pour dire, hey, il y a un fusil automatique par terre. Ça, on peut le faire partout et parfois même avec les gardes qui escortent notre victime. C'est-à-dire que tu vas mettre, je sais pas, dans un hôtel de luxe, une banane sur le chemin, ça va faire sortir la femme de ménage. Du coup, tu vas pouvoir, toi, aller là où était la femme de ménage, prendre un angle mort, attendre avec ton arme comme ça que la victime passe et lui tirer ta balle dans la tête, te cacher dans le placard tout de suite après, et pas vu, pas pris. Donc la personne se sera pris une balle dans la tête, mais personne va penser à ouvrir le placard. C'est-à-dire que tu peux rester là, regarder dans le placard, le corps se faire littéralement mettre dans une housse de mort, se faire traîner avec tout le monde qui cherche, mais personne n'ouvrira jamais le placard. Et Et donc c'est ça, peut-être c'est quand même une ça. limite.
C'est peut-être ça qui est compliqué, c'est la limite d'un jeu vidéo. C'est que, bah, en même temps, c'est ce qui fait le plaisir du jeu dans ce que tu nous Oui. dis. Mais en même temps, si c'était une simulation, c'est-à-dire si tu avais des connexions, des neurones de l'IA, c'est-à-dire qui retiendrait que par exemple, bah, là, tu as déjà acheté 3 pièces avant, donc c'est peut-être que si tu reçois une pièce par terre, c'est que l'autre il est caché à côté, bah, ce serait injouable, quoi. Et En du coup, le effet. genre est peut-être un peu compliqué à. T'imagines s'il y avait maintenant des aléas de ce type, c'est-à-dire il faudrait que tu captes que l'IA, elle a retenu qu'elle t'avait vu avoir fait ça et toi, tu ferais pas le lien en fait. Toi, tu te rendrais pas compte Non, mais de. j'aurais aimé en Ce fait serait quelque chose injouable, quoi. juste. C'est que j'ai passé un très bon moment, hein, j'ai ri. Mais je veux dire, j'aurais aimé que l'IA soit un petit peu plus, Ouais, que ça. qu'elle soit un petit peu plus entre guillemets agressive dans sa réflexion. C'est-à-dire, et ça va être mon dernier exemple, c'est par exemple, imaginons je suis déguisé en garde. Il y a 2 gardes, je suis ma cible qui va aller fumer une cigarette sur leur bord d'un balcon surélevé à Dubaï et en bas c'est le vide. Je vais mettre une banane sur le sol, du coup le garde va se dire, la femme de ménage va aller voir le garde et elle va dire tiens j'ai trouvé cette banane, etc. ou alors cette arme, et du coup ils vont se parler. Moi je vais me glisser déguisé en garde avec un balcon où il n'y a pas d'autre sortie que ce balcon qui donne sur le vide, je vais pousser ma cible, repasser devant les gens, et en fait Ah. eux tout de suite ils vont aller voir qu'il n'y a plus la cible, il y a juste un balcon avec personne. Du coup honnêtement c'est quand même mal barré pour la personne que tu protèges, et ils vont pas comprendre quoi. Et toi, tu es Mm. en train de partir, ils vont même pas se dire c'est toi la dernière personne qui est passée devant et qui était avec la cible. Tu es genre littéralement à 3 mètres en train de partir, en train de pop, 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 en train de partir. Et eux, ils comprennent pas, ils vont regarder un peu partout comme ça, mais sans saisir. Et là, l'IA s'emballe. Et toi, tu pars et voilà quoi. La technique de C'est, la banane, en tout cas, je la retiens. Ça a l'air d'avoir fait tout ton jeu, toi. bah, T'avais toujours une banane sur tu peux toi. faire tout le jeu avec une banane et une pièce de monnaie. Tu vas gruger tout le monde. C'est voilà. Guillaume, C'est c'est un un peu tueur l'histoire de la vie d'Arthur, en vraiment fait. assez folle. Mm. Ouais. Donc c'était voilà pour finir, c'était vraiment ça finalement qui fait la cible. Tu peux l'isoler beaucoup plus facilement que dans les autres Hitman. Et finalement, pour moi, les niveaux les plus intéressants, c'est ceux où la cible est constamment écortée ou escortée et où tout le monde te voit de tous les angles. Donc voilà, pour moi, c'était ça pour Hitman. Vraiment, honnêtement, c'est un excellent jeu. Tu passes un super moment, mais à voir votre façon, en fait, j'aime pas ce mot, mais un peu de consommer le modèle qu'ils ont choisi pour leur jeu. Bah, je vais faire une D'accord. petite échappée sur le futur, mais je sais qu'au niveau de l'IA, ils travaillaient beaucoup sur, donc pas IO Interactive, hein, mais il y a certains studios qui investissent des sommes importantes dans le deep learning, c'est-à-dire le fait que, entre guillemets, ce serait pas l'IA du coup, mais bon, les adversaires, le jeu, quoi, entre guillemets, retiendraient et apprendraient de ta manière de jouer pour proposer autre chose. Bah là, par exemple, typiquement, ça reste ultra théorique, on n'a rien vu encore. Mais je sais que EA et tout un tas d'autres studios, ils travaillent sur des choses aussi comme ça, où on pourrait imaginer que par exemple des PNJ réagissent différemment selon des choses que tu as faites avant. D'accord. Il Mm. le construirait lui-même de la même manière. Bah là, on pourrait imaginer qu'avec une IA un peu plus performante, le mec il remarque que tu utilises ta pièce 70% du temps et donc on les ferait réagir différemment, quoi. Ça pourrait être intéressant. Ouais, mais après, est-ce que le On jeu n'en est vidéo pas là serait pas encore, hein. devenu trop difficile aussi pour les joueurs, tu vois? C'est C'est ça ça, aussi. ouais. C'est parce que est-ce que tu C'est t'en rendrais compte? Tu vois? Est-ce que tu serais capable d'isoler le phénomène qui fait que ça t'a conduit à cette forme d'aberration, quoi? C'est ça ce qui est Mm. compliqué, quoi. Les limites d'un jeu vidéo de ce type, quoi. C'est comme Mm. Metal Gear, j'y pensais quand tu disais qu'il y avait pas de HUD et tout, mais je l'avais fait aussi sans HUD, donc ça changeait complètement le jeu. Tu avais plein de techniques qui étaient complètement ridicules, quoi, effectivement, et qui faisaient mouche. mec, se trimballer dans une caisse déjà. C'est Oh là, je toujours. me suis caché dans un carton. Tu mets les magazines porno là par terre pour les attirer leur attention. Ah, ça, c'est Kojima, ça, hein. C'est très bien que ça allait marcher avec toi, ça. T'es con. Eh ben écoute, bah, Écoute, très bien en tout cas ouais, sur tes impressions là sur Hitman. Ça donne envie. Ouais, merci ouais, vraiment, je Guillaume. le conseille. Merci Guillaume. Moi aussi, je le conseille. C'est-à-dire, c'est grâce à moi, en fait, que tu as pu y jouer. Je te rappelle Ouais. quand même. Donc on va passer, en fait, au dernier jeu, de notre programme. Cette fois-ci, c'est Arthur, en fait, qui s'y est collé, pardon, et c'est, Ghosts and Goblins, sur la Nintendo Ouais. Switch. Alors Ghosts and Goblins, que je n'avais jamais fait à l'époque, donc je crois que ça faisait 35 ans qu'il avait disparu des radars à peu de choses près. Bon, il y a eu une version PSP, il y a eu des choses comme ça. Autant Mais que bon, Crash. ce jeu-là, c'est la première fois qu'on a un remake qui reprend complètement les aventures du coup de Sir Arthur. Donc il s'avère que ce soit bien que ce soit moi qui ai testé le jeu, qui doit aller sauver une princesse. Alors évidemment, il n'y a pas de contexte dès le départ. J'ai compris à la fin du jeu qu'il fallait sauver une princesse. Je n'avais pas fait attention en fait. Mario! Ouais, ouais, c'est très Mario. Merci Benoît pour ton intervention encore. Toujours remarqué par nos auditeurs, ceux qui ont la chance de voir l'image.
Et bon, ce qu'il y a de particulier avec Ghosts and Goblins Resurrection, donc cette fois-ci, c'est que c'est une résurrection, certes, mais pas une résurrection, c'est pas un remake total, d'accord? C'est très très proche de l'original, ce qui fait que ça tend beaucoup plus vers le remaster. Et donc, le jeu était connu pour une difficulté assez élevée. Donc, vous avez une armure de preux chevalier. C'est un jeu en 2D, défilement horizontal. Et cette armure, plus vous allez vous faire toucher, plus vous perdez des pièces, des parts d'elle, pardon. Et à la fin, vous finissez en caleçon, d'accord? Et puis après, vous mourrez d'ailleurs, hein, si vous faites toucher. Et il court vraiment très lentement comme personnage, donc il est vraiment pas très très maniable, sans doute du fait que ce soit un chevalier. Et quand il saute, il a une physique bien connue qui en a rendu fou plus d'un, puisqu'à partir du moment où vous avez lancé la commande saut et que vous êtes lancé dans les airs, vous ne pouvez plus diriger votre personnage. Réajuster. Ouais, tu peux pas On peut pas grincer le truc. réajuster. C'est pas Mario où il y a une précision de folie et où on va vraiment l'ajuster au dernier moment. C'est un choix de game design, mais ça donne quoi comme situation? Ça donne des situations parfois aberrantes parce qu'une fois que c'est lancé, hein, tu as mis A et côté, hop, il va aller du côté. A et gauche, il va aller là-bas, on peut plus le récupérer. Ou alors juste saut, il saute juste en l'air en écartant les jambes bêtement, à 2 à l'heure et tout. Donc, tu as un souci un petit peu quand tu joues, c'est que tu as l'impression que ça manque de réactivité. Parce que tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont vraiment apparaître au hasard, hein. Il y en a où ils apparaissent à un endroit défini, mais des fois ils apparaissent vraiment au hasard. Et donc tu t'avances quand même assez vite, parce que si tu te fais toucher, pareil, tu as une petite frame en fait, pendant laquelle tu peux plus diriger ton personnage et où il va en arrière. Et où des fois tu as des situations, parce qu'il y a beaucoup de vide quand même, et où la plateforme serait tellement simple avec un autre gameplay, mais là ça devient compliqué, parce que tu as des ennemis qui sont à l'écran, il y a vraiment un niveau avec des flammes, vous le comprendrez tout de suite en le faisant. Je me suis dit, attends, je l'ai fait pas en mode le plus facile, mais pas en mode le plus dur. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi qui suis nul ou est-ce qu'il y a un problème? Je commençais vraiment à pester. Parce que donc ces flammes, quand tu les touchais, tu es dans le noir, et quand elles se rallument, tu es dans la lumière, et tu as des plateformes. Et en fait, tu peux être à une plateforme qui est pile de ta taille, il y a le vide avec pile ta taille, et il y a la plateforme en face, tu vas vouloir sauter, et tu vas tomber après la plateforme. D'accord? Il faut revenir en arrière sur ta propre plateforme et sauter pour tomber dessus. D'accord? Et en fait, ça, c'est contre nature. C'est d'un point de vue sensation, feeling, manière de contrôler ton personnage. C'est contre nature parce qu'en plus, tu es rushé derrière avec des ennemis qui arrivent et tu peux rien faire de spécial de ce côté-là, quoi. D'accord. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Je me posais une question, oui, c'est donc oui, le jeu a effectivement l'air vraiment difficile. Est-ce que c'est ce genre de jeu, parce qu'il y a difficile, exigeant, avec tous les Dark Souls, etc., c'est quelque chose qui parfois est un petit peu difficile à différencier pour pour les joueurs. Est-ce que ici, c'est le genre de jeu, est-ce qu'il a un côté die and retry? Est-ce que tu sens une perversité, un côté sournois volontaire des développeurs à vouloir te faire mourir de façon perverse à des Bah, endroits où tu n'avais pas vraiment de chance la première fois que tu le traverses de réussir sans mourir une fois pour ensuite voir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? à Est-ce que part le jeu te ce. veut du mal, mais de façon Ben, injuste? c'est pas un jeu, c'est pas du tout le jeu le plus dur que j'ai fait, ou non, je Tu veux dire, l'as fait c'est en pas quel niveau aussi? Si tu peux nous parler des niveaux de difficulté, s'il Je te me plaît. souviens plus combien il y en a, mais j'ai pas fait Normal, le non? plus simple et j'ai pas fait le plus, le plus dur, d'accord? Parce que ça peut monter très très loin. Je crois qu'il doit y avoir 5 niveaux de difficulté ou quelque chose comme ça. Et en gros, la seule chose que ça change, c'est que quand tu descends d'un cran, eh ben, tu as une vie supplémentaire pour ton armure, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, D'accord. ton armure, elle a plus de pièces avant que tu meurs, d'accord? Mais ça pose pas forcément de problème parce qu'il y a des bannières qui te permettent de sauvegarder et qui fait qu'une fois que tu l'as attrapé, tu as des checkpoints intermédiaires. Et il y en a pas mal. D'accord, il y a Donc, des checkpoints il y a un quand même, côté ok. un peu pervers parce que souvent tu rushes et parce que tu sais que ça va passer et que si tu meurs de toute manière, tu auras quand même ton truc et tout et compagnie. Non, moi ce qui m'a plus dérangé, j'ai passé vraiment un bon moment. Le jeu est très sympa, c'est très chouette. Mais il y a plein de moments où je mourais, je me disais c'est pas de ma faute, je pouvais pas vraiment faire autrement là, à ce moment-là. Et c'est la rigidité qui fait ça. Genre, j'explique, il y a aussi des moments où on est sur des dragons. J'ai un peu pesté là aussi d'ailleurs. T'aimes bien les dragons, j'aurais, toi. Et oui, moi, j'adore les dragons. Et donc, il va bouger comme ça, et après, il va tourner. Et donc, bah, il y a le reste de la queue du dragon qui est derrière. Et si toi, tu suis pas, bah, tu tombes dans le vide, d'accord? Parce Mmh. il fait une boucle, donc tu dois repasser au-dessus. Donc, la logique voudrait que tu sautes juste au-dessus et ça marche. Il y a plein de fois où tu vas te mettre à glisser ou à machin, où ce sera pas assez haut. Et c'est idiot, hein. Alors, dans la même logique,
de ce type-là. Tu as pareil avec les armes. Les armes sont aléatoires, celles que tu as, que tu trouves, et des fois, ils te donnent des armes avant un boss, mais qui servent à rien, quoi. Je veux dire, le boss, c'est un espèce d'ogre, et il est en hauteur, et sa tête, c'est ce que tu dois viser. Si tu me donnes des fioles à la Castlevania qui explosent sur le sol, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Franchement, bon courage, j'ai qu'à mourir et choper une autre arme, quoi. C'est débile, quoi. Et la plupart des armes servent franchement pas à grand-chose, quoi. Ouais, Guillaume, tu voulais dire quelque Ça fait chose? vraiment penser à Castlevania, le coup de choper une mauvaise arme sans faire exprès en pétant une lanterne avant un boss. C'est C'était la débile, mauvaise sur les hein. très vieux Castlevania. Mais non, mais j'avais une question, c'était par rapport à la lisibilité de l'ensemble. Je sais pas si tu as joué en docké ou en portable, mais la style graphique, moi je le trouve vraiment beau et il divise beaucoup. En mouvement, je Mmh. pense qu'il est super, mais il y a un côté très délié des animations. C'est-à-dire que tu as l'impression, par exemple, que ton petit personnage, il y a son tronc et chaque jambe bouge vis-à-vis, un peu bouge toute seule. Est-ce que c'est quelque chose qui, parce que tous les ennemis du coup fonctionnent de la même façon, est-ce que le niveau lisibilité, t'arrives bien à prévoir un peu les trajectoires, les mouvements des ennemis? Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est que c'est une Bah, fuite éternelle en avant avec des ennemis qui apparaissent dans tous les sens. C'est presque de la gestion de foule pour pouvoir progresser et se libérer de l'espace, non? faut pas s'attarder, hein. D'ailleurs, le jeu est chronométré, faut pas Hmm. s'attarder. Il Donc, est chronométré, ouais. il y a un côté un petit peu speedrun. Quand tu commences à avancer, il y a des moments où tu sais que tu vas prendre des dégâts. Et donc, ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le préciser. Mais donc, on a des armes qui sont aléatoires qui nous sont données. Bon, au pire, tu meurs, tu en récupéreras une autre. Et les meilleurs, la lance, le couteau de lancer. Et il y a un espèce de truc, un peu comme une croix, quoi, si vous voulez, qui va aller en avant assez vite. Il y en a un autre aussi où il tire des couteaux comme ça qui partent en triangle, en fait, un en haut, un en bas, d'accord. Bah, ça, c'est pas mal. Et il y a une autre partie qui est intéressante, parce qu'en fait, il y a un arbre qui te permet d'améliorer tes compétences, puisqu'en fait, tu as un super pouvoir que tu peux charger. Et c'est à la fin de la charge, en fait, ça doit mettre peut-être 3 secondes, peut-être, à se charger. Et quand tu le lâches, ça va par exemple lâcher de la foudre à l'écran qui va tuer les ennemis. Et quand tu vas l'améliorer, eh ben, ça lâchera de la foudre au lieu d'être dans 3 directions, dans 5 ou alors dans 6. Alors, t'as des pouvoirs un peu pourris. Par exemple, tu peux te transformer en pierre qui roule. Mais où il y a aussi des aberrations de ce type parce que tu mets 3 secondes à te transformer en pierre. Donc, tu veux te protéger. Tu vas rester en pierre peut-être 10 ou 15 secondes. Sauf que tu peux pas arrêter ta transformation de pierre. C'est un peu débile quand même. Tu vois, je veux dire, tu devrais avoir l'occasion de te dire, je me mets en pierre, bah j'arrête maintenant. Tu vois, tu vas te retrouver dans une situation où tu sais pas quand ça va sortir, et quand tu vas sortir, tu vas te faire toucher par un ennemi, par exemple, parce que tu te considérais en pierre, et puis là d'un coup, pouf, t'as ça quoi. De la même manière, t'as certaines armes. Bon, ça c'était vraiment pas top. Par contre, il y a une aptitude qui est vraiment très cool. Tu peux dédoubler ton personnage, voire le tripler si tu as débloqué suffisamment de choses pour ça. Et ça, c'est ultra utile contre les boss ou quand il y a beaucoup d'adversaires, puisqu'en fait, tu vas balancer 2 fois plus de projectiles. Donc, autant dire que si tu as les espèces de petites dagues dont je parlais tout à l'heure, celles qui arrivent à hauteur de tête et celles qui arrivent vers le bas, tu as deux points de frappe en fait que tu vas pouvoir toucher sur les boss. Et si tu as 2 personnages, ça t'en fait 4. Si tu en as 3, ça t'en fait 6. Donc là, les boss, tu peux vraiment les déglinguer avec cette arme-là. Je me posais une autre question, c'est dans ces jeux où tu meurs souvent, il y a quelque chose qui est crucial, c'est le temps d'attente entre ta défaite et quand tu reprends. Est-ce que ça reprend de façon instantanée? Est-ce qu'il faut appuyer sur une touche? Est-ce que tu as un menu entre ta mort et la reprise? T'as un menu, mais ça met pas extrêmement de temps. Et franchement, ça va. Je te dis, à part un niveau où c'était vraiment, je trouve, très très con comme difficulté, avec tous les ennemis qui apparaissaient, la lumière qui s'éteignait, et puis les trous que tu voyais pas, et puis de toute façon, le Mais manque de ça s'enchaîne précision. bien, quoi, quand tu dois Non, reprendre. le jeu s'enchaîne bien. J'aime bien les ennemis au niveau de la direction artistique. Je trouve ça franchement très chouette. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, on sent qu'il n'y a pas non plus un budget exceptionnel. C'est dommage parce que le thème principal est super cool. Et après, Hmm. par lui, il y a plus forcément autant de plaisir. Les boss sont cool parce qu'ils sont très gros. Ils prennent beaucoup d'espace. Non, je t'ai dit vraiment, je me suis bien amusé. Oui, c'est old school. Je pense juste qu'il aurait fallu peut-être être un peu plus ouvert dans la dimension remake et se permettre quand même quelques licences. On aurait pu imaginer qu'il court un peu plus vite, par exemple, et qu'on puisse un peu orienter son saut, juste pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus moderne, quitte à augmenter le nombre d'ennemis ou le nombre de fois où il faut les toucher, quoi. Faut pas non plus être psychorigide et rester complètement dans ce qui se faisait à l'époque, quoi.
Moi, j'ai juste, 2 petites questions. La première, ça concerne, comme tu dis, le niveau de difficulté, mais plus la replay, value, en fait. Une fois que tu as terminé le jeu, tu peux le recommencer, en fait, en niveau de difficulté supplémentaire? Ou, tu as d'autres possibilités, par exemple, Alors c'est intéressant ce pour que tu faire dis parce le qu'il y a les niveaux, tu as un peu comme un niveau miroir en fait que tu peux faire. Le même d'accord. monde, tu peux le faire un peu en miroir dès le départ d'ailleurs. Voilà, bon, je les ai pas tous faits. Et ensuite, tu débloques une fois que tu as fini le jeu en plus compliqué. C'est pas forcément idiot si tu choisis le bon mode de difficulté. Je te dis, c'est pas une difficulté, j'ai pas mis 1000 ans hein, à faire le jeu, c'est même assez court. Par contre, ce qui est chouette, c'est que tu as ton arbre de compétences que j'ai pas du tout amélioré au maximum. Si Mmh. j'améliorais l'arbre au maximum, je pense qu'il y a pas mal de choses qui deviendraient intéressantes. Mais c'est vrai que c'est aussi ce que je voulais dire un peu dans le côté remake, où on n'est pas obligé de faire la même chose. Je pense qu'il y a des pouvoirs qui servaient à rien, hein, ou qui sont pas cool, ou tu as juste l'impression de te dire, bah, pourquoi on les laisse en fait. Enfin, je me transforme en caillou, c'est pas ouf quoi. Par contre, au niveau de la DA, il y a des niveaux qui sont assez chouettes. Et ça évolue pas mal. On a vraiment l'impression un peu de voyager, ce qui est assez chouette, quoi, de ne pas être forcément exactement au même environnement. Il y en a un, mention spéciale, vous penserez à moi quand vous serez dans ce niveau. On a l'impression d'être dans un espèce de vagin avec des pics qui est autour de nous, là, qui est en train de convulser constamment et de se contracter. Absolument une horreur. Et c'est tout violet, c'est tout machin, il y a des monstres dégueulasses qui apparaissent. Et à la fin, donc c'est assez chiant, ça avance à 2 à l'heure. Et tu sais, ça c'est un peu ce que tu disais au niveau des graphismes, tu as des pics, ça évolue, hein, ça se contracte. Et toi, tu marches sur quelque chose. Et de temps en temps, tu vois pas que le pic, en fait, il va pouvoir te toucher, quoi. Donc c'est assez délicat. Et tu finis avec une espèce de grosse mouche au milieu de tout ça. Je me suis dit que les développeurs, ils avaient sans doute eu, je sais pas exactement ce qu'ils avaient pris, mais ils ont une vision de la vie qui est quand même assez particulière, quoi. Et très drôle comme niveau parce que ça change, c'est vraiment bizarre, ça fait un peu dégueu, quoi. C'est très étrange. Juste pour attends, je te coupe juste avant Guillaume, moi j'avais juste une deuxième question, c'était par rapport en fait à tout ce qui était musique et sound design. Comment ça se passe? Ça rend plutôt bien ou, quand tu donnes des coups par exemple, enfin tu sens bien en fait que tu donnes un coup ou c'est tout mou ou Je veux dire, ça fait scratch, ça. ouais, c'est comme ça? Ils prennent trois trucs, ils ont un hit marker et puis zou, Ah c'est Est-ce qu'il y a d'accord. réglé. des vibrations? J'ai pas fait gaffe. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, je sais pas si c'est ma Switch qui est malade, mais franchement, Ouais, ouais. c'était, elle vibrait, mais alors c'était, Ah ça c'est les je sais vibrations pas. HD ça, c'est Ça, les bah vibrations ouais, HD non mais ça. là c'était n'importe quoi. Enfin, je veux dire vraiment, ça vibrait vraiment beaucoup trop Tu vois justement Sony par ils ont tout moment. Je sais piqué pas trop à pourquoi. Nintendo, hein, pour les vibrations, Guillaume, c'est un truc de fou Ils ont quoi. tout Ouais. vibration Ah là HD. là, ils ont piqué les vibrations HD à Mais Nintendo. pour résumer, on va dire, c'est une bonne pioche pour les nostalgiques. C'était un jeu que j'avais toujours voulu faire. Ils l'avaient refait sur GBA. Enfin, c'était exactement le même jeu que celui qui était sur Super Nintendo. Franchement, il est beau, il est sympa, il tourne correctement. Juste, voilà, c'est faire du neuf avec du vieux, mais sans aller vraiment dans une originalité débordante, quoi. Tu voulais dire quelque chose Guillaume? Non, juste que c'est un jeu moi qui m'attire beaucoup. J'avais pu faire l'original que je suis pas parvenu à finir, mais j'avais quand même réussi à aller jusqu'à plus de la moitié. Et j'étais déjà fier, mais après c'était juste plus possible, c'était beaucoup trop difficile. Surtout que c'est un jeu qui à la base avait une difficulté beaucoup trop punitive, volontaire quoi. Et ouais non, c'est toute cette imagerie, c'est pas mal, genre des momies, des vampires, des loups-garous, des gargouilles, toute cette imagerie un petit peu gothique. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'ai hâte de le faire. Alors, je précise aussi d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas pu le tester, qu'il y a un mode coopératif local, d'accord? Et ça, c'est assez surprenant, sans doute pour faciliter un petit peu la durée de vie, faciliter un petit peu le jeu, pardon. Et en fait, il y a des gens qui vont s'associer avec le personnage principal. Alors, il y a Barry qui crée des barrières pour se protéger. Parce que je voulais te poser Rien à comme voir avec question, Barry de Resident Evil, hein. Terry qui porte Arthur à travers les dangers. Et Archie, ça c'est des noms, qui peut créer des ponts. D'accord. Donc je pense qu'ils étaient conscients de se dire, là c'était un peu chiant ce passage. Pourquoi pas faire de la coop Mmh. intermédiaire, parce que c'est un peu de la Ouais. coop 1.5, hein. Ça va pas révolutionner le jeu, mais on peut imaginer que ça c'est assez malin avec les modes de difficulté qu'ils ont fait. On peut imaginer que bah, un petit gamin, enfin quelqu'un qui est pas trop habitué puisse le faire. Et en plus de ça, il sera assisté par son Tu père ou peux par un ami, par qui il voudra d'ailleurs. Donc tu ça, peux pas y c'est jouer plutôt uniquement chouette, avec quoi. ces persos-là, en fait, c'est uniquement en Non, coopération que tu peux non, non, utiliser ces non, c'est persos? pas. C'est vrai que c'est D'accord. dommage. Moi, j'aimais beaucoup ça dans les Castlevania. Quand tu arrives au terme d'un Castlevania,
t'as limite hâte de voir la fin pour savoir quel personnage tu vas débloquer pour refaire un nouveau run, quoi. Ce qui arrivait régulièrement dans plein de Castlevania, Ah oui, j'avais oublié notamment ça. sur les épisodes DS. D'un coup, tu pouvais contrôler Dracula ou tu pouvais contrôler un autre personnage avec des Spoil. aptitudes très différentes. Et contrôler Dracula dans Castlevania, Oh incroyable. non! Et tu pouvais du coup un peu voir le jeu sous un autre angle ou avec une vitesse supplémentaire, parce que c'était ça dans les Castlevania, il courait tellement plus vite l'autre. Et faire un peu du run, ça aurait été rigolo justement de se permettre ça sur cet épisode. J'ai une dernière question, parce que tu parles justement d'un nouveau run. Quand tu refais ton deuxième run, en fait, justement de ce jeu-là, tu gardes tout ton stuff, toutes tes améliorations, ou alors tu repars de zéro, en fait? Bah, Tu sais ton pas, t'as stuff, c'est pas pas. exactement le terme, c'est Non, mais que pas quand je dis stuff, c'est tes améliorations. non, je crois que tu gardes T'as les pas trucs que testé? tu débloques pour les arbres, donc l'arbre de compétences, je crois que tu le Ouais, gardes. Sachant que ça, c'est quand même assez chouette, tu peux, ils ont été malins de ce côté-là. Dans l'arbre de compétences que tu as avec les pouvoirs, te dédoubler, te transformer en pierre, par exemple, et ben ça, tu peux le défaire, d'accord? Et prendre une autre partie d'accord. de l'arbre. Ce qui est quand même cool, parce que je dois dire que quand je me suis Tu peux transformé quand en même caillou, je me t'adapter, suis quoi. dit, ouais, peut-être mieux que se transformer en pierre, en fait. Mmh. Faire un peu C'était plus pas ton fun. rêve quand t'étais petit? Ouais, quand j'étais petit, je voulais toujours me Mais transformer c'est en une pierre, grosse c'était boule en génial. plus, quoi. Je me dis, on dirait Kirby, tu sais, dans Smash, tu sais, quand il se transforme en caillou et qu'il bouge plus. Bon, c'est Non, mais surtout, intéressant, en mais plus, l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est les ennemis, ils te voient plus, ils bah, t'attaquent t'es plus quasi ou? invincible, mais quand tu vas les prendre, tu vas perdre petit à petit ta carapace. Mais D'accord, mais ta pierre, elle roule quand même. oui, oui, Tu pas resté ouais, tu c'est restes pas pas comme un complètement Kirby. débile. Non, 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 mais je sais pas, ça, j'ai pas les images devant les yeux, donc ça, je peux ça pas roule, ouais. savoir. Non, non, ça Pierre Je qui peux roule. roule, pas la masse pas mousse. Exactement, Guillaume. C'est une très belle transition que tu nous fais là. c'est une très belle finalité, une très belle conclusion, hein, surtout, de ce podcast. Je te remercie Arthur, en fait, Mais de de rien. nous avoir parlé, en fait, de ce Ghosts and Goblins, qui est disponible encore une fois sur la Switch et qui sortira aussi sur PC. Ah oui? Ah bah, j'aimerais bien. Je Quand crois T'es qu'il j'aurai une sûr sortira sur carte. PC. de ce que tu dis? Parce que pour le moment, Je crois je l'ai vu que sur Switch, j'ai pas vu d'annonce. et Pour le sur moment, l'Epic il est Game que sur Store Switch, ouais. et je crois qu'il sortira sur l'Epic Game Store aussi, si je dis pas de Mmh. bêtises. Donc ça, Et c'est pour l'instant, c'est une superbe exclusivité pour la Switch, sachant qu'on en a même pas de la part de Nintendo par Mario Golf, là. Donc pourquoi pas, C'est vrai hein, que c'était surprenant que ça arrive que sur Switch immédiatement. C'est vrai que c'est assez étonnant. Mais en tout cas, une bonne pourquoi pas, pioche, hein. Il y hein, a de quoi rigoler, pourquoi quoi. pas. Donc c'est sympa. Parfait. Et ben écoutez messieurs, c'est la fin en fait, de ce podcast. Je vous remercie, vous avez peut-être des choses à ajouter? Non, même pas? Pour ma part, ça va. Ça Voilà. va. Bah Paix et écoutez, amour sur Terre. merci et puis, bon je dis Un ça message de après paix. avoir, balancé en fait, Doom Eternal, et tous les autres jeux Amour sur Terre, ouais, ouais. Allez merci les gars, puis à bientôt. Bye bye. Merci. Allez, bye bye.